Monde a commencé, mais le vrai coup d'envoi, c'est dans l'émission Coup d'envoi. Aujourd'hui, je suis avec deux gros invités avant de vous annoncer le sommaire. Pour le premier, il considère Messi comme un membre de sa famille. Il est prêt à se mettre n'importe qui à dos pour Messi. Et pour lui, Mbappé ne doit pas jouer en équipe de France. Il déteste autant le Real Madrid qu'il aime le FC Barcelone. À la présentation, Paul est avec nous aujourd'hui Salut Momo. pour nous parler football. Salut Momo, merci de l'invitation. Aujourd'hui, Mbappé, c'est ton anniversaire. Je vais te faire ta fête. Pour le deuxième, il est là pour une nation qui n'a pas participé à la Coupe du Monde depuis plus de 50 ans. Et il a une phrase fétiche qui est « Ne jamais trahir le Congo ». À ma droite, Kylian, comment tu vas ? Merci beaucoup, merci pour l'invitation, ça va super, très content d'être là pour parler de foot donc, et de parler de cette Coupe du Monde, donc je suis très content, merci pour l'invitation. T'es confiant pour le Congo cette année ? Confiant, on va dire que oui, je pense que c'est jouable de passer la poule, au moins dans les meilleurs troisièmes, on va en reparler un petit peu après, même si le groupe est compliqué, je pense qu'on aura notre mot à dire. Allez, super. Pour le sommaire de la vidéo, on a du coup l'équipe de France. Est-ce qu'on a été inquiété avec les matchs de préparation qu'il y a eu ? Est-ce que Mbappé doit-il débuter contre le Sénégal ? Certains disent oui, certains disent non. Pour le deuxième sujet, on va plutôt aller vers le Sénégal. Qu'est-ce qu'on attend du Sénégal ? Les finalistes de la CAN, qui sont bien sûr pas les vainqueurs de la CAN, car ils sont sortis du terrain. Pour le troisième sujet, on a le groupe du Congo, composé du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Où on voit aller le Congo ? Est-ce qu'on les voit faire peut-être être la surprise de cette Coupe du Monde ? On ne sait pas. Et pour le quatrième sujet, on en parle de partout, les conditions de cette Coupe du Monde, que ce soit l'arbitre somalien qui a été refusé, l'Iran qui doit faire des allers-retours entre le Mexique et les États-Unis. Et pour le sixième sujet, on a un gros match ce soir, on a l'affiche de ce début de Coupe du Monde. On a l'entrée des demi-finalistes, des anciens demi-finalistes. Est-ce qu'ils vont confirmer ou pas ? Maroc-Brésil. On verra ça tout à l'heure et on laisse ça pour la fin avec quelques petites infos, les blessures qu'il y a eu, Abdé, etc. Alors pour commencer, on a l'équipe de France. L'équipe de France qui a fait deux matchs amicaux avec 0 victoire, une défaite contre la Côte d'Ivoire. Une victoire contre l'Irlande du Nord, il me semble. Une victoire de 1, il me semble. Et 3-1 même. 3-1. Excuse-moi, je me suis trompé. Et du coup, est-ce que vous êtes inquiété par cette préparation qu'a eu l'équipe de France ? Ou est-ce que c'était juste des matchs amicaux ? Je vous laisse la parole. Non, pas spécialement inquiet. On sait que l'équipe de France, quand on arrive dans les très grandes compétitions, a globalement toujours répondu présente. Même si c'est vrai que le contenu du match contre la Côte d'Ivoire, surtout la seconde mi-temps, je trouve est à relativiser parce que c'était surtout les remplaçants qui avaient joué la seconde mi-temps où la Côte d'Ivoire est très bien revenue et a fini par gagner ce match. Pour le match de l'Irlande du Nord, c'est vrai qu'il y a certaines choses dans le contenu qui m'ont un petit peu gêné, mais je pense que cette équipe-là sera toujours au rendez-vous parce qu'il y a une qualité individuelle qui est supérieure à beaucoup d'équipes dans cette Coupe du Monde et je pense que ça fera forcément la différence sur certains matchs, notamment les matchs de poule. Donc non, pas spécialement inquiet. Je pense que la France va monter petit à petit dans cette compétition. L'équipe de France a toujours été une équipe diesel, c'est-à-dire qui monte vraiment en puissance au fil de la compétition. Donc non, pas spécialement inquiet. Et du coup, ce match contre la Côte d'Ivoire et cette défaite, pas très inquiétant pour toi ? Comme je te l'ai dit, je ne suis pas très inquiet par cette défaite-là, parce qu'encore une fois, c'était les remplaçants pour moi qui ont vraiment perdu ce match. Parce que si on prend la première mi-temps avec une équipe quasiment type, l'équipe de France a sorti une très bonne prestation et mené au score face à la Côte d'Ivoire. Donc non, pas spécialement inquiet. Je pense que c'est des matchs de préparation qui te servent aussi à te préparer, à te jauger un petit peu. Et moi, je vois cette équipe monter en puissance au fil de la compétition. Donc non, pas inquiet. Toi, Paul, je pense que tu es un peu plus inquiet. Et tu demandes le retrait d'un certain joueur, Kylian Mbappé, qui a 56 buts, un but d'être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, 12 buts en Coupe du Monde. Je crois que le record, c'est 13. C'est 16, Miroslav Klose, il me semble. Non, 13 pour un buteur français. Ah, 13 sur une seule Coupe du Monde. Non, pour un buteur français. Ah, pour un buteur français, ouais. Pour un buteur je pensais français. que tu parlais de la Coupe du Monde en globalité. Non, pour un buteur français. Sinon, Ok. tu as raison, c'est Miroslav Klose. Du coup, toi, Paul, qu'est-ce que tu en penses de la préparation qu'a eu l'équipe de France ? C'est inquiétant, c'est pas inquiétant ? Franchement, les matchs amicaux, c'est pas des matchs qui comptent aujourd'hui, mais c'est des matchs qui nous parlent. Et sur le contenu,
Le match contre la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'en première mi-temps, on n'est pas dégueu, on est là, mais on n'est pas à la place à laquelle on devrait être. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout, on a vu sur les derniers matchs que collectivement, il y a quelque chose qui manque. Et c'est pour ça qu'il y a un certain joueur où il va falloir qu'on en parle. Je laisse ça pour après. Tu peux. C'est Mbappé. Vous attendez quoi de l'équipe de France du coup dans cette Coupe du Monde? Est-ce qu'ils sont favoris? Non. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout? Favori, je te dirais non. Pour moi, je place une voire deux équipes au-dessus. Par contre, je pense que cette équipe peut aller au bout, oui, clairement. On le voit sur les dernières compétitions. L'équipe de France nous a toujours habitués à aller très très loin, que ce soit en demi-finale ou voire même en finale. On sort quand même de 2 finales de Coupe du Monde, ce qui n'est quand même pas rien, quand même pas banaliser le fait d'aller 2 fois de suite en finale de Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qui nous a toujours habitués à aller très très loin. J'irai pas favorite parce que honnêtement, il y a beaucoup d'équipes pour moi qui peuvent y prétendre. J'aime beaucoup par exemple ce que fait l'Espagne. Je trouve que collectivement pour moi c'est la meilleure équipe et pour moi c'est mon favori. J'aime beaucoup aussi ce que fait l'Argentine également, même si on n'en parle pas beaucoup, mais moi je trouve que sur leur campagne de qualification, malgré que le niveau est beaucoup plus faible qu'en Europe, ça reste quand même de très très bonnes performances et ça reste une équipe qui est sur une continuité de 2022, qui n'a pas beaucoup changé d'effectif, qui a gardé son coach et qui est toujours emmené par pour moi le meilleur joueur de l'histoire. Donc pour moi ces deux équipes-là, pour moi, sont au-dessus de l'équipe de France. Mais pour moi, la France, oui, a totalement les joueurs pour aller au bout, en tout cas. Je rappelle, le groupe de l'équipe de France, c'est le groupe I, composé de la Norvège, du Sénégal, qui sera le premier match, et de l'Irak. Normalement, si c'est respecté, la France doit finir première. C'est un groupe qui est plus difficile qu'en 2022 déjà. Ah oui, on parle même qu'en 2018. On parle du groupe Ouais. de la... 2018 aussi, je crois que c'était Danemark, Australie et Pérou. Ouais, on parle du groupe de la mort. Groupe de la mort, je sais pas, parce qu'il y a quand même la poule de l'Allemagne, quand même pas mal, avec la poule Côte de l'Allemagne, d'Ivoire, moi, je la Équateur. trouve plus impressionnante. Ouais, quand même. c'est vrai que cette poule-là est quand même beaucoup plus impressionnante, je trouve, mais c'est un groupe qui est très relevé. Le Sénégal, qui est une très très belle équipe, hein, on Champion ne la d'Afrique. présente plus. Championne d'Afrique, bon, on va dire finaliste de la Finaliste, CAN en attendant ouais. que le TAS donne son verdict. Il y a la Norvège qui est de retour en Coupe du Monde, certes, mais qui a une très belle équipe sur le papier avec Erling Haaland devant, Martin Odegaard au milieu de terrain et des jeunes pépites comme Noussa, le joueur de Leipzig. Donc, ça va être un groupe très, très relevé. Et moi, je pense que la France, logiquement, devrait sortir première, mais il va falloir aller chercher cette première place. Ce ne sera pas une première place facile à aller chercher. Oui, que ce soit le Sénégal ou la Norvège, c'est des équipes qui sont très difficiles à jouer. Le premier match contre le Sénégal, je pense que c'est le match où il ne faudra pas se rater pour l'équipe de France. De toute façon, c'est toujours pareil en Coupe du Monde, c'est que quand tu démarres cette compétition, il faut toujours voir ce qui se passe lors du premier match. Si le premier match est plutôt réussi, ça peut te lancer une compétition. Si le premier match est un petit peu raté, ça peut également te foirer une compétition. Donc, pour moi, ce qui est très bien par rapport aux dernières compétitions, c'est que la France avait souvent tendance à prendre les matchs de poule comme un petit peu des matchs d'échauffement avant la deuxième phase qui était la phase d'élimination directe. Là, direct Sénégal, tu vas rentrer directement dans le dur, tu vas rentrer directement dans le vif du sujet. Et je trouve que c'est bien d'avoir eu un groupe aussi relevé comme ça. Tu te fais pas trop d'inquiet du coup pour l'équipe de France? Moi, comme je te l'ai dit, non, je suis pas inquiet. Moi, je pense que cette équipe sur le papier a une qualité individuelle très très supérieure à beaucoup d'équipes. Moi, en fait, je pense que sur le papier, la France a la meilleure équipe de la Coupe du Monde. On prend les joueurs individuellement parlant, la France a la meilleure équipe. Mais pour moi, collectivement, la France n'a pas la meilleure équipe au niveau du jeu collectif. Mais pour moi, je pense qu'elle va s'en sortir parce qu'elle a tellement de la qualité individuelle en attaque qui, sur une seule occasion, 2-3 occasions, elles vont faire la différence par rapport aux équipes un petit peu plus faibles par rapport à la qualité individuelle. Et je pense que c'est ce qui va te permettre d'avancer dans le tournoi. La France, c'est une équipe où à chaque tournoi, on critique le jeu de Deschamps. Pourtant, on les voit à chaque fois au dernier carré. Il faut rappeler que Deschamps, 2018, c'est victoire à la Coupe du Monde. 2022, c'est finale. 2014, c'est quart de finale, mais c'est aussi une finale en 2016 d'Euro. C'est vraiment un coach. Demi-finale d'Euro aussi en 2024. C'est un coach avec beaucoup d'expérience et qui sait gérer les compétitions. Maintenant, moi, la question que je vais poser, ça divise. Du coup, Paul, pour lui, Mbappé ne doit pas jouer contre le Sénégal et ne doit même pas être titulaire pendant cette Coupe du Monde. Pour toi, Mbappé doit jouer. Moi, la question que je vais vous poser, dans votre 11 contre le Sénégal, vous mettez Mbappé, oui ou non? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Est-ce qu'on peut se passer de Kylian Mbappé dans cette équipe de France? Je vais laisser Paul commencer parce que ça m'intéresse. Oui, on peut sérieusement. s'en passer. Parce que déjà, on a vu
lors de la Coupe du Monde 2018, qu'on avait commencé avec un espèce de quatuor en attaque fantastique avec Mbappé, Dembélé, Griezmann et Giroud. On a vu sur les premiers matchs que ça marchait pas. Et on est passé dans un système, un 4-4-2 avec Matuidi à gauche, où là, on a montré beaucoup plus de solidité. Collectivement, on était meilleur. Et je pense qu'aujourd'hui, on repart sur un même débat avec le quatuor de devant, avec Olysée, avec Dembélé, avec Mbappé, avec Doué, avec Barcola. On a tellement de joueurs devant. Cherki Mais aussi. je pense qu'aujourd'hui, collectivement, si on laisse Mbappé devant, on va faillir. Ça veut dire que je pense que le match contre le Sénégal, il va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Aujourd'hui, Mbappé, il ne veut plus jouer à gauche. C'est les infos qu'on a, il ne veut plus jouer à gauche. Mais aujourd'hui, devant lui, il y a en France, en équipe de France, on a un joueur qui, en jouant numéro 9, a été Ballon d'Or. Donc même si j'entends que Ousmane Dembélé, il n'a pas de match référence en bleu, je suis complètement d'accord. Mais aujourd'hui, je pense que le mettre en 9 avec un système sans Mbappé, avec un pressing intensif comme ils font au PSG, je pense qu'aujourd'hui, ça marcherait beaucoup mieux. Tu peux rajouter un petit truc. Vas-y, je te laisse. Moi, je suis d'accord avec toi dans le fond par rapport au fait que Ousmane Dembélé a été Ballon d'Or en étant numéro 9. Mais en fait, moi, je trouve que ce système-là en équipe de France n'est pas réalisable par rapport à ce qui se fait au Paris Saint-Germain, tout simplement parce que pour moi, tu n'as pas les mêmes profils de joueurs en équipe de France et au Paris Saint-Germain. Dembélé, en tant que faux numéro 9, il a été très très fort. Pourquoi ? Parce qu'il avait une position un petit peu d'électron libre, c'est-à-dire qu'il pouvait redescendre, décrocher, un petit peu utiliser les espaces. Il avait une totale liberté sur tout le front de l'attaque. Sauf que en fait, si tu veux faire jouer Dembélé à ce poste-là, comme au Paris Saint-Germain, il faut que tu mettes du coup 3 milieux de terrain travailleurs en équipe de France. Sauf que ces 3 milieux de terrain travailleurs, Deschamps ne les utilise pas et il utilise 2 milieux de terrain avec un numéro 10. Alors que Dembélé, dans cette position axiale, du coup, ne pourra pas faire le même travail qu'il faut au Paris Saint-Germain parce que quand il va décrocher, il sera dans la zone du numéro 10, la zone de Cherki ou la zone d'Olysée, et ce qui fait qu'ils vont se marcher sur les pieds. Donc je trouve que ce truc de mettre un numéro 9, de mettre Dembélé dans une position axiale et recopier un petit peu ce qui se fait au Paris Saint-Germain n'est pas réalisable parce que pour moi, tu n'as pas les mêmes joueurs. Pour moi, Tchouaméni n'est pas Joao Neves, Rabiot n'est pas Vitinha. Donc pour moi, en fait, on n'a pas les mêmes profils de joueurs qu'on a en équipe de France qu'au Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que pour moi, Dembélé, tu ne peux pas le faire jouer comme il a joué au Paris Saint-Germain en équipe de France. Et pour en revenir à Mbappé, moi, je suis d'accord que Mbappé a beaucoup de problèmes, notamment au niveau de son jeu. Je trouve que le fait qu'il veuille décrocher absolument sans cesse comme ça, pour moi, ça pose un problème au niveau du jeu collectif. Mais pour moi, Mbappé, tu ne peux pas t'en passer parce que pour moi, c'est un joueur qui, on peut dire ce qu'on veut, dans la surface de réparation, il va avoir 1 ou 2 occasions, il va te la mettre au fond. Et en Coupe du Monde, sur une compétition assez courte comme ça, sur 8 matchs, t'as pas forcément besoin d'avoir le meilleur jeu collectif, d'être sûrement la meilleure équipe au niveau de la production collective et de la production visuelle. Tu as besoin d'être l'équipe la plus clinique et la plus efficace possible. Et Mbappé, pour moi, est ce joueur efficace que d'autres joueurs ne sont pas en équipe de France. Dembélé n'est pas le joueur efficace qu'Mbappé. Olysée, Cherki, Barcola, Doué ne sont pas les joueurs efficaces que sont Mbappé en équipe de France. Donc pour moi, en fait, tu te retrouves dans une position où Mbappé, certes, il te pose des problèmes au niveau du jeu, mais pour moi, au niveau de l'efficacité, pour moi, tu n'as pas mieux dans l'effectif que Mbappé, donc tu es forcément obligé de le faire jouer. Sauf que sur un match en 90 minutes, des ballons devant la surface, tu dois en avoir peut-être, tu calcules 1 minute, quoi. C'est vrai, mais alors regarde. Alors que ton objection à dire je mets pas Dembélé titulaire parce que c'est un faux numéro 9, il va décrocher. Sauf que lui, il sait décrocher, il sait jouer, il est connecté au collectif. Alors qu'Mbappé, il décroche et il n'est pas connecté au collectif, il fait des appels qui bloquent le jeu. Et on l'a vu c'était contre l'Irlande du Nord sur le but de Olysée, sur celui où il met la grosse frappe dans la surface. Le troisième. Non, pas le troisième. Deuxième. Le deuxième, il fait un appel où en fait, il n'est pas du tout connecté parce qu'il doit prendre la profondeur. Il ne la prend pas, il va demander dans les pieds. Et quand il doit demander dans un espace, il ne va pas dans cet espace et il vient. Et au final, il est complètement déconnecté du jeu parce que le ballon, il ne va pas du tout là où il est. Et lui, après, se rapproche et en fait, ça a créé cette espèce de boule au milieu où il y avait tous les joueurs. Au final, Olysée, il a récupéré le ballon parce que Olysée, lui, il avait bien analysé, il s'était bien positionné. Chose qu'aujourd'hui, Mbappé ne sait pas faire. Pour moi, Mbappé, c'est un joueur, il doit se coller à la ligne, on doit le faire partir en profondeur, en 1 contre 1, avec de la vitesse. C'est sûr qu'il est inarrêtable. Il va te mystifier, tu vas rester bloqué. Et en face à face contre le goal,
Aujourd'hui, c'est un des meilleurs. Sauf qu'aujourd'hui, quand il veut jouer numéro 9, c'est pas son style de jeu. Lui, il veut jouer numéro 9. Il sait pas faire d'appel. Il sait pas faire d'appel de numéro 9. C'est pas un renard des surfaces. Il sait pas décrocher. Il veut jouer comme Neymar. Il sait pas le faire. Donc aujourd'hui, on va être bloqué à cause de ça. Mais du coup, on fait quoi avec cette équipe de France? On met Mbappé à gauche, Dembélé en pointe et Olise à droite, ou on doit se passer d'un des deux? Moi, j'en avais parlé un petit peu dans précédentes émissions que j'avais faites également sur l'équipe de France. J'avais dit que pour moi, il faudrait jouer en 4-3-3 avec donc du coup Mbappé à gauche, Dembélé en numéro 9, du coup en position axiale, Olise à droite. Mais par contre, les trois milieux de terrain, tu mets pas du coup un numéro 10, mais tu mets trois milieux de terrain travailleurs avec Rabiot, Kanté, Tchouaméni, voire même Manu Koné. Hein, tu peux construire un milieu avec ça. Et pour moi, ce serait, je trouve, l'équipe la plus équilibrée. Pour moi, tu peux partir là-dessus. Mais pour moi, le truc de faut mettre Mbappé sur le banc, pour moi, c'est un truc pour moi qui est irrecevable parce qu'en fait, pour moi, Mbappé, quand on regarde ce qu'il a apporté en équipe de France et qu'on regarde ce qu'il apporte en équipe de France, pour moi, tu ne peux pas t'en passer. Et pour moi, les gens qui veulent mettre Mbappé en équipe de France sur le banc, pour moi, c'est des gens qui sont pour moi trop bousillés par le contexte club. Ou pour moi, en club, oui, il a 1000 défauts en club. Oui, le contexte club, il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. Mais sur le contexte sélection, moi, je suis désolé, un joueur comme ça, sur ce qu'il a fait en sélection et sur ce qu'il continue de faire en sélection, puisqu'il a quand même marqué des buts quand même sur les derniers matchs, et il est quand même pas très très loin de battre le record d'Olivier Giroud, et même de battre le record de Miroslav Klose. Il doit pas être très très loin sur les buts en Coupe du Monde. Pour moi, c'est un joueur qui, il va arriver avec une fin de loup, il va arriver avec une dalle en Coupe du Monde, et moi, je pense que tu peux pas te passer d'un joueur comme ça qu'à la dalle. Surtout qu'en plus, lui, il a à cœur de vouloir faire taire les critiques aussi. Moi, je pense que c'est un joueur, tu peux pas te passer de lui. Ça reste Kylian Mbappé, ça reste qu'un mec qui, dans la surface, il va te mettre les buts. Pour moi, tu dois démarrer avec Kylian Mbappé en tant que titulaire. Surtout que Kylian Mbappé en équipe de France, moi je me souviens pas d'une compétition qu'il a échoué. À part Si, peut-être les à euros, part l'Euro, les deux perd derniers euros où ils sont un petit peu moins bons. Mais sinon, L'Euro, tu il prends perd contre la Suisse, mais en Coupe du en Monde, Coupe du Monde, il rate aucun pour moi, match. il rate aucun match et pour moi, il est intouchable en fait. Pour moi, ce qu'il a fait en 2018, ce qu'il a fait surtout en 2022, parce que moi, je trouve que sa Coupe du Monde 2022 est meilleure que sa Coupe du Monde 2018. Pour moi, ce qu'il a Non. fait, pour moi, si. Pas. Non, si pour moi en 2022, ce qu'il fait, c'est. En 2018, il joue dans une équipe où il est inconnu au bataillon. En soi, il a l'image de Mbappé, le crack de Monaco. Donc en fait, il est dans un état d'esprit où, comme à ses débuts à Monaco, il se fait petit, il joue pour le collectif, il va avoir des ballons. Et avec ça, il va faire. Surtout que derrière, il avait des Pogba, il avait des joueurs qui lui mettaient des ballons de fou. 2022, il joue à gauche. Donc là, comme on dit, quand tu joues à gauche, que tu es face à la ligne, que tu es face au jeu, avec de la vitesse, pour moi, c'est un des meilleurs. Aujourd'hui, il est numéro 9. On l'a vu à l'Euro, son Euro, il est catastrophique pour le joueur que c'est. On l'a vu à la Ligue des Nations, quand il y a eu la période où Mbappé ne venait plus en équipe de France. Parce que si tu te souviens bien, la Ligue des Nations, tu perds contre l'Italie à la maison. Et Mbappé. Et Mbappé joue. Mbappé joue. Ensuite, tu gagnes 2-0 contre la Belgique. Mbappé n'est pas titulaire. Il rentre. Et ensuite, Mbappé ne vient plus en équipe de France. Et au final, tu arrives à retourner la situation et à finir premier du groupe. Sans Mbappé. Oui, mais en fait, tu vois, ce que je veux te dire, c'est que tu vois, ça reste que de la Ligue des Nations. Et pour moi, je trouve que c'est pas honnête pour moi de prendre ces matchs-là comme référence sur des matchs de Coupe du Monde. Tu m'aurais dit, par exemple, que sur une Coupe du Monde, par exemple, on aurait joué sans lui, on se serait débrouillé sans lui, je t'aurais donné raison. Mais là, sur de la Ligue des Nations, on sait que l'approche tactique et même l'approche physique et mentale n'est pas du tout pareille en Ligue des Nations qu'en Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est pas des arguments pour moi qui sont recevable parce qu'en fait pour moi ce sont des matchs pour moi de Ligue des Nations, ça reste des matchs de préparation, j'ai envie de te dire, pour les grandes compétitions comme la Coupe du Monde ou l'Euro. Mais là où je te rejoins par rapport à l'Euro, c'est que oui, le dernier Euro il n'a pas été bon, mais c'est toute l'animation offensive de l'équipe de France qui n'a pas été bonne à l'Euro 2024. Mais parce qu'on peut pourquoi dire que Mbappé n'a pas été bon, mais est-ce que Dembélé a été bon? Est-ce que Marcus Thuram a été bon? Est-ce que des joueurs comme Giroud, quand ils sont rentrés, est-ce qu'ils ont été bons? C'est toute l'animation offensive de l'équipe de France à l'Euro 2024 qui a failli. Mais Kolo Muani aussi, même s'il met le but contre l'Espagne et que contre la Belgique en 8e, c'est lui qui est sur l'action du CSC, il n'a pas fait non plus un Euro transcendant. C'est toute l'animation offensive de l'équipe de France qui n'a pas été bonne. Et surtout, si on se souvient de son dernier match en Coupe du Monde, c'est contre l'Argentine. Certes, sur le contenu, il fait pas un très bon match, mais il te plante un triplé. Un triplé en finale Quel de Coupe joueur, du Monde. quel Et joueur. aujourd'hui, il met un but dans le jeu. Il est à l'honneur du meilleur match de l'histoire de la Coupe du Monde. Ah non, je suis pas d'accord. Sa finale, elle est.
En termes de pour moi, sa story, finale- sa finale, en termes de Sa finale, elle est contenu, surcotée. Sa Non, finale, non, en elle termes- est surcotée. T'es dur, Il met... t'es dur. Non, mais attends, laisse-moi finir. Il met un but dans le jeu, son but, il est magnifique, il n'y a rien à dire. Mais souviens-toi comment tu récupères le ballon. Tu récupères le ballon sur un Kingsley Coman. sur un pressing de Ouais. Kingsley Coman. Après, il y a récupération, jeu. Bon, il met sa tête, 1-2. Ça, sur le coup, c'est des actions où c'est du coup près. Ça veut dire l'action, ben, il la joue. La reprise de volée, il arrive, il la tente. Mais avant ça, les 70 minutes avant ça, il est invisible. Et aujourd'hui, dans cette finale, si tu ne fais pas rentrer Kolo Muani, cette finale, tu la perds au bout de 90 minutes. Et ton triplé, tu le mets pas. Après, tu mets 2 pénaux. Je suis d'accord, les pénaux, en finale de Coupe du Monde, il faut prendre le ballon, il faut les mettre. Mais aujourd'hui, des joueurs qui mettent des pénaltys en finale de Coupe du Monde, c'est des professionnels. Je pense qu'il y en a quand même, tu peux en sortir beaucoup. Pas tous, hein, j'ai envie de te dire. Mais je vais rebondir un petit peu sur ce que je disais sur la finale de la Coupe du Monde, sur oui, Mbappé n'a pas fait une bonne finale. Alors oui, très bien, Mbappé n'a pas fait une bonne finale, mais encore une fois, je vais te dire un truc, moi je trouve que on a souvent tendance à trop faire une fixette sur Mbappé. Pourquoi est-ce que tu parles pas de la finale de Dembélé, qui est cataclysmique, la finale de Dembélé il y a 4 ans, hein. Bah, C'est lui qui il sort à la 40e, c'est lui qui donne le penalty sur Di Maria, il fait une première mi-temps absolument abominable. Griezmann rate aussi sa finale. Rabiot rate sa finale. La défense en première mi-temps, elle prend l'eau de toutes parts et on est rapidement mené 2-0, je crois, au bout de 20-25 minutes. Donc en fait, je trouve que on a trop souvent tendance à dire que quand l'équipe de France fonctionne très bien, c'est le collectif, c'est l'équipe, c'est Didier Deschamps qui mène bien sa barque. Mais Alors quand que l'équipe c'est de Mbappé. France va mal, c'est la faute de Mbappé. Moi, je suis désolé, mais c'est trop C'est- réducteur de dire que c'est toujours la faute de Mbappé quand l'équipe de France joue mal. moi, Alors que c'est pas toujours le cas. je pense juste que la France est quand même dépendante de Kylian Mbappé et que Ah quand oui. Kylian Mbappé est en bonne forme, la France Ah joue oui. très très bien. Et quand Mbappé joue un peu moins bien, la France joue moins bien. Pour moi, l'équipe de Maintenant- France sera beaucoup plus forte avec Mbappé que sans. C'est Maintenant, une réalité. je vais vous laisser finir en me répondant par un oui et par un non. Ou par un non, pardon. Kylian Mbappé doit-il débuter contre le Sénégal Ah oui. mardi 21h? Non, parce qu'il veut pas jouer à gauche. Non. À moi, pour moi, il doit Ok. débuter. Parce qu'aujourd'hui, s'il voulait jouer à gauche, il serait titulaire. Enfin, aujourd'hui, bon, Doué, il a quand même fait des bons matchs. Je pense qu'aujourd'hui, Doué, il est plus affûté qu'Mbappé. Je parle de physiquement, quand on a vu ses matchs. Quand je vois les matchs d'Mbappé, quand tu vois aussi les vidéos de préparation, les entraînements, Mbappé, il a l'air cramé. Donc, à gauche, je pense qu'aujourd'hui, Doué, c'est une meilleure solution. Même si Mbappé, ça reste Mbappé. Mais aujourd'hui, pour moi, non, il ne doit pas être titulaire. Je pense que tu dois essayer de mettre Dembélé en 9. Et comme il a dit, de ne pas mettre de numéro 10 parce que, justement, Dembélé aime bien faire l'électron libre. Et pour moi, au pire, de mettre Barcola, du coup, ou Mbappé à gauche, et de mettre Doué au milieu de terrain pour justement fluidifier un peu les Tchouaméni et les Rabiot qui peuvent pas apporter cette touche technique que Doué il peut apporter. Et qui a joué au milieu avec Enrique au PSG, et ça a toujours bien fonctionné. Mais moi, je voulais rebondir aussi sur un petit truc. Le truc de, oui, Mbappé veut pas jouer à gauche. Mais est-ce qu'on le sait, ça, qu'Mbappé veut pas jouer à gauche? Mbappé n'a jamais dit publiquement qu'en équipe de France, il voulait plus jouer sur le côté gauche. Non, hein. mais Donc en fait, quand- on se base également quand que sur des spéculations, quand je t'es trouve. hein. Di- quand t'es Il Didier nous reste Deschamps, encore 4 sujets. Je pense qu'on doit passer au prochain. juste Le mot de la fin. quand tu joues en équipe de France avec Marcus Thuram et que tu arrives à mettre Marcus Thuram à gauche et Mbappé en pointe, je pense qu'il ne faut pas avoir fait Sciences Po Paris pour me dire que c'est pas Mbappé qui veut jouer en 9. Parce que sinon, Mbappé, il jouera à gauche et Marcus Thuram en numéro 9, et chacun à sa place. Après, c'est peut-être aussi les choix de Deschamps. hein. Ça, on peut pas le savoir. On n'est pas Ah, dans, je on n'est pas pense dans le que- vestiaire, je on n'est pense pas que dans les Dé- secrets je du pense vestiaire. que- Mais Je pense que Deschamps, il s'est pas dit « Oh, j'ai une vision, Marcus Thuram à gauche, Mbappé en 9. » Je pense que je vais tout casser parce que après, Marcus Mais- Thuram, il est formé ailier, hein, de base. hein. Quand il Ouais, a mais- commencé, il jouait ailier. oui, mais moi, j'ai été formé numéro 9 et j'ai fini numéro 6. Oui. Ça ne veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, d'avoir mis Marcus Thuram à gauche et même d'avoir mis Hugo Ekitike à gauche pour mettre Mbappé en 9, c'est parlant. Et ça veut dire que Mbappé ne veut pas jouer en 9. Après, Thuram, ne veut pas jouer à gauche, il veut jouer en 9. Après, Thuram, c'est un autre débat pour moi, mais pour moi, il est largement meilleur dans une attaque à 2 qu'une attaque tout seul. On le voit à l'Inter Oui, Milan avec ça, y Lautaro a- Martinez. ça, y a Il est pas meilleur de dans débat. une attaque à 2. Pour le prochain sujet, du coup. Pour le prochain sujet, on va passer au Sénégal. Le Sénégal qui est dans le même groupe que l'équipe de France. Du coup, je répète, composé de la Norvège et de l'Irak. Le Sénégal qui a raté 2 matchs de préparation. Ils perdent contre les États-Unis. Ils font 0-0 contre l'Arabie Saoudite avec un carton rouge. Je rappelle que le Sénégal
Leurs supporters ont été bloqués. Ils ne peuvent pas aller aux États-Unis. Ça veut dire que Comme beaucoup de pays africains, ça va malheureusement. être une petite pénalité pour eux aussi. Où voyez-vous aller le Sénégal dans cette Coupe du Monde? Peuvent-ils finir deuxième? Moi, personnellement, ce que j'aimerais, je vais commencer par ce que j'aimerais et après ce que je vois. Ce que j'aimerais, c'est que le Sénégal finisse avec 0 point, 0 but et qu'il rentre vite au Sénégal. On sent encore l'aigreur de la finale de la CAN, là. Il en reste encore un peu. Plus sérieusement, le groupe, je le trouve très homogène. Par contre, je ne vois pas le Sénégal finir deuxième assez facilement. Parce que cette équipe de la Norvège, même Non, ça s'ils ont s'entend. raté Ça pas mal de s'entend, Coupes ça du s'entend. Monde, Ouais. c'est assez solide. Oui, non, ça s'entend. Après, Euh, moi, honnêtement, Est-ce que le Sénégal peut finir deuxième de ce groupe? moi, je pense que oui, le Sénégal peut terminer deuxième. Et je pense que le Sénégal va terminer deuxième. Et je vais même aller plus loin que ça. Je pense que le Sénégal ne perdra pas contre la France. Je pense pas. Je vois un match nul, je pense. Je vois un match nul. Pourquoi? Parce que je trouve que le Sénégal a toujours été une équipe qui, dans les très grands rendez-vous, dans les très grands matchs, a toujours répondu présente. C'est une équipe qui est très très forte sur toutes les lignes, qui a du talent sur toutes les lignes avec Sadio Mané, Pape Gueye qui fait une saison incroyable avec Villarreal et qui a fait une CAN monstrueuse. Ils ont une très bonne défense avec Kalidou Koulibaly qui est vraiment le taulier derrière. Donc je trouve que c'est une équipe qui est vraiment très très forte, qui a beaucoup beaucoup progressé et qui est sur une certaine continuité avec Pape Thiaw. Avec le départ de Aliou Cissé, on aurait pu se dire que cette équipe elle a un petit peu flanché, elle a un petit peu régressé, mais Pape Thiaw est resté sur une certaine continuité. Donc je trouve que c'est déjà une très bonne chose. Et moi je ne les vois pas perdre contre l'équipe de France parce que moi je trouve que c'est une équipe qui, quand il faut rentrer dans le dur, quand il faut jouer contre des très grosses équipes, ils ont souvent répondu présent. On l'a vu face au Brésil. Il y a eu un match amical face au Brésil il y a 2-3 ans qu'ils ont gagné. Il y a eu un match en Angleterre, ils ont gagné aussi. Et il y a eu des matchs aussi en Afrique aussi, où ils sont allés gagner au Congo alors ils perdaient 2-0. Ils sont allés gagner, sur le terrain, la finale de la CAN au Maroc 1-0. Donc ça reste une équipe qui, dans les grands rendez-vous, a toujours répondu présente. Et je la vois répondre présent encore Après, contre la France. Il faut rappeler que le Sénégal n'a jamais dépassé les huitièmes de finale en Coupe du Monde. C'est vrai. À la dernière Coupe du Monde, ils sortent contre l'Angleterre, qui n'est pas une très grosse équipe dans cette compétition-là. Ah, Franchement, quand même. sur la compétition, bon, ils font une bonne compétition. Ils sortent ensuite contre, il me semble, La France en quart. La France. La France en quart. Mais pour moi, le Sénégal, si vraiment c'était une équipe, parce que là, je vois parler les joueurs. Pour eux, ils peuvent aller au bout de la Coupe du Monde, ils peuvent la gagner. Moi, je pense qu'ils spéculent un peu. Parce Ça, que toutes les équipes. parce que Après- le Sénégal en soi, à l'échelle mondiale, est-ce qu'ils ont déjà démontré quelque chose? Non, c'est vrai, je te rejoins là-dessus. Mais après, moi, quand tu prends ces déclarations que oui, le Sénégal veut aller au bout, ça reste des compétiteurs. Ils voient que c'est une équipe qui, sur le continent africain, reste une très grosse équipe en Afrique. C'est une équipe, pour moi, qui, sur la Coupe du Monde, peut embêter pas mal d'équipes. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas se permettre de rêver? Et moi, je vais te dire un truc, et ça va peut-être te faire plaisir. Le parcours du Maroc, pour moi, en 2022, a beaucoup décoincé certaines petites équipes. Ils se disent que, attends, le Maroc a fait ce qu'ils ont fait il y a 4 ans. Pourquoi nous, on ne serait Pourquoi pas pas, capable oui. de le faire? Donc, Oui, oui. moi, je me dis, le Sénégal, avec la qualité qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont sur le papier, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas faire un très beau parcours? Je ne dis pas qu'ils vont aller en demi-finale, mais ils pourraient peut-être très très bien aller en huitième, aller en quart de finale, avancer petit à petit dans le tournoi. Et moi, je pense que c'est totalement jouable, oui. Ah oui, clairement, là, les équipes africaines, ils sont pas venus pour faire que de la participation. Quand on voit même pour le Congo, ça fait 50 ans qu'ils sont pas en Coupe du Monde. Pourtant, ils arrivent avec des ambitions. Exactement. Il y a... on on peut peut- même citer l'Algérie aussi, Oui, qui a une très l'Algérie, très belle bah, équipe et qui peut faire un beau parcours aussi. Honnêtement, on peut se retrouver en 16e de finale avec Maroc, Algérie, Égypte, Sénégal. Les 4 que je vois aller facilement en 16e de finale. Le reste, ça sera une surprise. Pour moi, si le Congo va en 16e de finale, ça reste une surprise. Maintenant, est-ce que vous voyez le Sénégal poser problème à l'équipe de France? Et pour la petite info, si le Sénégal finit deuxième et que le Maroc finit premier, ils peuvent se rencontrer en quart de finale. Huitième de finale, il me semble. Non, quart de finale parce que 16e, le Ah ouais Maroc joue soit Pays-Bas, soit Japon. Ou sinon, et le Maroc, en huitième de finale, il joue le gagnant de Canada, République tchèque. C'est un peu le. Ok, je vois. Je pensais que c'était huitième. C'est ce qui est le plus probable. Ok. Et du coup, le Sénégal en quart de finale. Et si le Maroc, du coup, finit deuxième, ça sera la France en quart de finale. Du coup, il peut y avoir un Maroc-Sénégal dans cette Coupe du Monde.
Je pense que ça peut être un des meilleurs matchs si on. Non. Vu le contexte. Il y a un match qui peut arriver qui sera encore meilleur. C'est Portugal-Argentine. 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 Mais Exact. si on se retrouve avec un quart de finale, Portugal-Argentine, Maroc-Sénégal, dès les quarts de finale, en fait, on a des affiches de limite de demi-finale. Même si, à mon humble avis, Maroc-Sénégal, c'est pas une affiche de demi-finale. Mais Argentine-Portugal, c'est une affiche de finale. Ah, clairement, Oui. ce serait peut-être le match, je pense, ce serait peut-être même le match le plus regardé dans le monde, puisque Ouais. c'est forcément Ouais, les deux La plus grands, ouais. les deux plus grands joueurs de notre époque qui La- s'affrontent. Donc la là, dernière- la Terre s'arrête de La tourner. quoi. dernière danse de Ronaldo, la dernière danse de Messi, leur dernière Coupe du Monde. Franchement, le storytelling, il serait vraiment ouf. Mais pour ça, il faut que les deux finissent premier du groupe. Hein. Exactement. Je crois que si Bien sûr. un des deux finit deuxième, Oui, mais ça ça sera jouable. Je mais- pense que ça à leur portée quand même. oui. Ouais. Je pense que évidemment. le Portugal, ils vont être embêtés par la Colombie. L'Argentine, je pense que Autriche, Algérie, je pense que ça va passer quand même. Je pense qu'ils vont finir premier. Et pour revenir sur le Sénégal, pour moi, le Sénégal doit finir deuxième. Il va finir deuxième. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le Norvège, ils ont des qualités, ils ont des très bons joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, ils ont aussi des très bons joueurs. Et je pense que collectivement, le Sénégal, je trouve que collectivement, c'est la meilleure équipe de cette poule. Parce que je parle que collectivement, parce que individuellement, la France est largement au-dessus. Mais je trouve que collectivement, et ils l'ont montré pendant la CAN, je trouve que c'est une équipe qui est assez complète, que ce soit, ils ont un bon gardien, ils ont une bonne défense, ils ont un bon milieu, et en attaque, ils ont des bons joueurs. Ah. Ça s'entend bien, ça joue bien. Ils sont quand même champions d'Afrique Ouais. sur le terrain. Après, bon, on verra, comme il disait, la décision du On TAS. verra Mais ils ont quand même montré qu'aujourd'hui, et même avec le nouveau format de compétition où il y a beaucoup plus d'équipes, je pense que le Sénégal, d'aller en huitième de finale et gagner un huitième de finale pour aller en quart, je pense que c'est largement à leur portée. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a les meilleurs troisièmes et qu'en termes de conditions, certes, le Sénégal, pour être le plus franc possible, ont une meilleure équipe que la Norvège. Le Sénégal sera favori contre la Norvège. Même si j'aime pas beaucoup cette équipe, je sais garder un avis quand même sensé. Mais le Sénégal, pour moi, n'est pas dans les meilleures conditions. Quand on regarde que les supporters ne seront pas présents, tu vois, encore une faute de l'organisation des États-Unis. Quand on voit l'accueil qu'ils ont eu au tarmac Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est aux c'est une États-Unis, folie. Peut-être qu'on va en parler après, mais c'est une folie. c'est une folie. Tu as aussi le fait que la Norvège, ils vont voyager avec leur cuisinier, leur nourriture. Quand on sait la spécificité de la nourriture aux États-Unis, je pense que c'est mieux de ramener sa nourriture. Tu vois, la Norvège serait peut-être pas un peu mieux préparée. Après, qu'on parlait des conditions un petit peu de préparation, il faut savoir aussi qu'il va faire très très chaud et que les Norvégiens ne sont pas non plus habitués à jouer sous ce genre de température. On hein. les a vus face au On l'a Maroc. vu face au Maroc. Moi, j'ai vu certains joueurs qui physiquement, vers l'heure de jeu, commençaient vraiment à être vraiment très très dans le dur physiquement. Donc, à voir aussi au niveau des conditions. Mais non, pour revenir sur ce que disait Paul, je trouve honnêtement que le Sénégal, pour moi, doit finir deuxième, oui. Et je les vois même finir deuxième. Et comme je t'ai dit, moi, je pense vraiment qu'ils peuvent poser des problèmes à l'équipe de France. Je trouve que c'est une équipe qui est très, très solide collectivement. Et je trouve que c'est une équipe qui est capable de s'adapter à son adversaire. S'ils vont jouer contre une grosse équipe, ils savent aussi très bien défendre, être très compact et ensuite pouvoir exploiter leur qualité offensive en contre. Et quand ils jouent contre une équipe un petit peu plus joueuse qui va avoir le ballon, ils savent aussi également imposer un défi physique, récupérer le ballon et imposer leur style de jeu. Donc moi, je trouve vraiment que c'est une équipe vraiment qui a plusieurs palettes qui a plusieurs palettes pour moi et qui peut vraiment jouer de différentes manières. Et moi, je pense qu'ils peuvent poser beaucoup de problèmes à cette équipe de France. Vous n'êtes pas trop inquiet du coup pour l'équipe du Sénégal Non. à la Coupe du Monde. Vous les voyez s'arrêter où à cette Coupe du Monde? Moi, je les vois aller jusqu'en huitième de finale parce qu'en fait, j'avais fait le bracket il n'y a pas longtemps. Ouais. Et moi, j'étais tombé sur un Côte d'Ivoire-Sénégal en huitième de finale. Et moi, je vois la Côte d'Ivoire passer. Donc, je les vois s'arrêter en huitième. Sachant qu'on a un tour en plus dans cette Coupe du Monde. C'est Et ça. du coup, 8 matchs parce qu'il y a un 16e. C'est ça, j'avais mis Côte d'Ivoire Un 16e de deuxième derrière l'Allemagne. Donc du coup, en huitième, ils se croisent avec le Sénégal qui finit deuxième derrière la France. Et Côte d'Ivoire-Sénégal, je vois la Côte d'Ivoire passer. Parce que je vois la Côte d'Ivoire passer parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est la bête noire du Sénégal. Et que le Sénégal a beaucoup de mal à battre la Côte d'Ivoire. Et vu la forme actuellement de la Côte d'Ivoire, je les vois un ton légèrement au-dessus du Sénégal pour cette Coupe du Monde. D'accord. Et je vous laisse du coup répondre en commentaire. Où voyez-vous le Sénégal
à aller dans cette Coupe du Monde? Est-ce qu'ils sont favoris? Est-ce qu'ils sont outsiders? Est-ce qu'ils vont flop? Je l'espère. Est-ce que peut-être ils vont aller plus loin que... Peut-être qu'ils vont dépasser le record du Maroc, qui est demi-finale. Peut-être qu'ils vont aller en finale. Peut-être qu'ils vont la gagner. Bien sûr que non. Et sur ce, on passe au prochain sujet qui va beaucoup plus t'intéresser. On va parler du Congo. Et le Congo qui a passé des éliminatoires assez costauds. Ils battent le Nigeria, ils battent le Cameroun. Ils battent ensuite, si je ne me trompe pas, j'ai pas envie de me tromper, la Jamaïque. C'est bien ça. Et c'est ce qui fait qu'ils sont qualifiés à la Coupe du Monde, là, C'est à ça. l'heure actuelle. Du coup, parcours du combattant, ça fait 50 ans qu'ils ne sont pas allés en Coupe du Monde. 52 même. 52 ans depuis 1974. C'est bien ça. On rappelle que le Congo a été éliminé en huitième de finale à la CAN. À la CAN face à Face à l'Algérie. l'Algérie aux prolongations. Ah, le but de Boulbina. Je rappelle les matchs qu'il y a eu du coup avant la Coupe du Monde. On est sur du Danemark-Chili, une défaite contre le Chili et un match nul contre le Danemark. C'est bien ça. Personnellement, moi je suis content de les voir à la Coupe du Monde parce que c'est une équipe qui mérite d'être à la Coupe du Monde. Pas parce que je les aime bien, mais juste qu'ils méritent. Franchement, c'est pas une équipe que j'apprécie plus que ça en Afrique pour être sincère. Seulement, moi je pense que la marche serait un peu trop haute pour le Congo. 52 ans qu'ils n'ont pas été en Coupe du Monde. On rappelle que c'est déjà une performance d'être ici en Coupe du Monde. On rappelle leur groupe qui est composé du Portugal, de la Colombie, Portugal qui est actuel favori, et Portugal, Colombie, Ouzbékistan. Au mieux, ils finissent troisième, au mieux, meilleur troisième. Est-ce qu'ils peuvent décrocher une place en tant que deuxième? Est-ce qu'ils peuvent créer la surprise? Si je ne me trompe pas, le Congo, c'est une équipe qui est un peu plus défensif qu'offensif. Ils ont du mal à marquer des buts, on l'a vu face à l'Algérie. Est-ce qu'on ne serait pas sur un plafond de verre pour le Congo? Et là, on a atteint du coup la limite, on ne peut pas aller au-dessus. Je pense quand même que le Congo, ils ont montré qu'ils ont quand même sorti le Cameroun, qui a quand même fait, je trouve, une CAN intéressante, qui ont sorti le Nigeria, qui pour le coup, eux, ils ont vraiment fait une très bonne CAN, et ils ont montré vraiment de très grosses qualités. Et je pense qu'aujourd'hui, le Congo, ils ont un coup à jouer. Ça va pas être beau à avoir joué. Ils vont jouer beaucoup derrière. Je pense que devant, ça manque quand même beaucoup de qualité. Mais sur des matchs coup près comme la Coupe du Monde, je pense qu'ils peuvent, je dis pas qu'ils vont le faire, mais ils peuvent faire la surprise. La poule, je pense qu'ils peuvent passer avec 3 points avec l'Ouzbékistan, même si ça va être un match compliqué. Parce que l'Ouzbékistan, voilà, les équipes de l'Est, ça va être costaud, ça va être compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont un coup à jouer, ils peuvent essayer de se qualifier en meilleur troisième. Après, il faut savoir que je pense qu'il y aura pas mal d'équipes qui vont être troisième avec 3 points. Ouais, mais il va y Et en vu avoir. l'équipe du Congo qui marque pas beaucoup, si ça se joue au goal à virage, je pense pas que le Congo va être avantagé Oui, mais s'ils en prennent pas beaucoup non plus. aussi. Après, moi, pour en revenir un petit peu, moi qui suis bien la sélection étant d'origine congolaise, déjà, on va dire que pour moi, le plus dur a été fait. C'est déjà de se qualifier. On sait que ça fait tellement d'années que le pays attendait ça. Ça fait 52 ans que le pays ne s'est pas qualifié en Coupe du Monde. Il faut savoir que la première qualification, on n'était même pas sous le nom de République démocratique du Congo, on était sous le nom de Zaïre. Donc c'est la première fois de notre histoire qu'on va jouer la Coupe du Monde sous le nom de République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment un événement majeur pour l'histoire du pays. Et comment je sens cette Coupe du Monde? Étonnamment, c'est peut-être que parce que je suis un éternel optimiste, mais je la sens plutôt bien. Plutôt bien dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'on va vraiment y aller sans pression. Que pour moi, la pression était surtout sur les matchs de barrage. Surtout le match contre la Jamaïque que j'ai trouvé très très long. Il y avait beaucoup de tension. C'était même pas très très beau à regarder jouer parce que les deux équipes étaient vraiment sous tension. Et je trouve que tu as fait le plus dur sur ces matchs de barrage et que tu vas arriver en Coupe du Monde en te disant que, bon, la poule, elle est compliquée. Mais on n'a pas de pression. Contre le Portugal, on ne sera pas favori, on n'a pas de pression. La Colombie, on n'a pas de pression. Donc on va jouer, on va tout donner et on verra ce qui se passera. Et peut-être qu'on créera une surprise. Moi, contre le Portugal, pour être très honnête avec vous, j'y crois pas du tout. Moi, je pars dans l'optique que contre le Portugal, il faudra surtout éviter de prendre un gros score pour le goal average. Par contre, contre la Colombie, moi, je pense qu'on peut les embêter. J'ai vu la Colombie beaucoup de fois sur ces dernières années. Je trouve que c'est une équipe très physique, qui met beaucoup d'impact, mais je trouve que devant, à part Luis Diaz pour moi, qui est vraiment un joueur exceptionnel, ils ont un petit peu des difficultés aussi offensivement. Donc je me dis que
Contre la Colombie, tu peux peut-être décrocher un match nul qui peut te mettre en confiance avant le dernier match contre l'Ouzbékistan. Et par contre, contre l'Ouzbékistan, tu es obligé de gagner si tu veux te passer au prochain tour. Mais moi, j'ai envie de te dire que moi, j'ai envie qu'on aille en 16e de finale. Et je pense que c'est possible. Mais si on n'y va pas, je ne serais pas déçu parce que pour moi, le plus dur a été fait, c'était surtout la qualification. Et que pour moi, sur cette Coupe du Monde, après 52 ans d'attente, je ne vais pas être exigeant. Je sais très bien qu'on n'est pas du niveau du Sénégal, du Maroc. Je ne vais pas dire, ouais, il faut faire quart de finale. Ça serait être utopique et rêveur. Pour moi, si tu fais une bonne Coupe du Monde, c'est-à-dire que tu fais 3 bons matchs avec de la qualité, avec du jeu, que tu as regardé dans les yeux tes 3 adversaires et que tu sors parce que voilà, en face, ils sont plus forts que toi, tu vas jouer contre des joueurs largement au-dessus des tiens individuellement, il n'y a pas de problème. Mais je veux juste qu'on ait au moins essayé, qu'on ait au moins joué et qu'on se dise que bon, on a perdu contre plus fort que nous. Par contre, si on vient à se qualifier 4 ans plus tard en 2030, là en 2030, j'aurai un petit peu plus d'attente parce que ce sera la 2e Coupe du Monde de suite, on sera sur un certain projet, une certaine continuité et là, j'aurai des attentes. Mais là, cette année, je me dis que si on fait 3 bons matchs et qu'on a montré des très bonnes choses au niveau du jeu et qu'on perd parce qu'en face c'est plus fort, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on peut se qualifier en 16e. Par contre, c'est indéniable, contre l'Ouzbékistan, il faut gagner. Ah oui, si tu veux de toute façon, si tu veux te qualifier en 16e Oui, de faut finale, gagner. tu dois gagner l'Ouzbékistan. Mais l'Ouzbékistan, ça va pas être facile. Ils ont une très très belle équipe, ils ont des très très bons jeunes. J'ai beaucoup suivi leurs équipes de jeunes notamment. J'ai eu la chance d'aller les voir au JO à Paris contre l'Espagne. C'est une équipe qui monte en puissance avec des très bons joueurs, avec Kuzanov qui joue à Manchester City. Ils ont l'attaquant de l'AS Roma, Shomurodov, il me ouais. semble, qui est très très bon également. Donc ça va pas être simple. Mais pour moi, si tu veux te qualifier, tu es obligé de gagner ce match-là. Si tu n'arrives pas à gagner ce match-là, pour moi, c'est que tu n'as pas vraiment ta place en 16e de finale. Donc pour moi, ce sera le match pour moi qui déterminera si tu peux te qualifier pour la suite ou pas. Et pourquoi pas faire un résultat, peut-être contre la Colombie, plus difficilement contre le Portugal. Pourquoi pas chercher le match nul. Le Portugal, moi, ce qui me fait peur, c'est surtout le milieu de terrain. Moi, j'ai très peur qu'on se fasse manger au milieu de terrain avec Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, qui sont pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde. Pour moi, ils ont une qualité au milieu de terrain qui est exceptionnelle. Et j'ai un petit peu peur qu'au milieu de terrain, on soit mangé complètement. Par contre, après, pour ce qui est de la qualité offensive du Portugal, on en viendra après dans les prédictions. Mais moi, je trouve que le Portugal a quand C'est même. surcoté. Moi, je trouve qu'ils sont surcotés. Pas surcoté, mais Moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'équipes. Je trouve qu'on en fait un petit peu trop avec l'attaque du Portugal. Ouais, je pense Ça cristallise beaucoup trop l'attention sur Cristiano Ronaldo et je trouve que dans le jeu ça se ressent beaucoup. J'ai vu beaucoup de matchs de préparation du Portugal. Moi je trouve qu'au niveau du contenu et au niveau de l'animation offensive c'est compliqué parce que ça cristallise beaucoup l'attention sur Cristiano Ronaldo. Un petit peu les mêmes problèmes qu'on a en équipe de France avec Mbappé par exemple. Sauf qu'Mbappé il a 28 ans. Sauf qu'Mbappé a 28 ans, c'est pas les mêmes 40, les mêmes pour, contextes. Mais ce que je veux dire c'est que pour moi au niveau de l'animation offensive le Portugal a aussi des difficultés. Et moi, je pense pas qu'on prendrait un score contre le Portugal pour ces raisons-là. Par contre, moi, ce qui me fait peur, tu en parlais un petit peu dans ta présentation, c'est qu'on a du mal à marquer des buts. Et je rebondis sur ce que tu disais, Paul. Moi, je trouve qu'on manque pas de qualité devant. On a de la qualité. Pour moi, les joueurs comme Sadiki, Mboukou, Bogonda, même Yohan Wissa qui joue à Newcastle, pour moi, ça reste des bons joueurs. Mais pour moi, au niveau de l'animation offensive, pour moi, il y a un gros problème. Ça ne matche pas en fait. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau de l'animation offensive, on a du mal à se créer des situations. Je ne parle même pas de marquer des buts, se créer des occasions de buts. Et pour moi, c'est ce qui va un petit peu nous coûter, je pense, dans cette Coupe du Monde, c'est qu'on a du mal à se créer des situations. Et quand tu as du mal à te créer des situations, bah, tu as du mal à marquer des buts. Mais justement, aujourd'hui, tu parles que vous avez des joueurs de qualité, mais c'est des joueurs où il y a un plafond de verre, parce qu'il y a des joueurs où ils ont une qualité, même si l'animation elle est bloquée. Aujourd'hui, avec 1 ou 2 ballons, une frappe, ça déclenche, tu peux débloquer une situation. C'est ce qui manque aujourd'hui au Congo. J'ai vu 2-3 matchs du Congo, je ne suis pas un fervent suiveur de la RDC, mais sur ce que j'ai vu, et surtout à la CAN, devant, ça manque de joueurs qui d'un coup prend la décision. Il manque ce joueur star qu'a eu l'Algérie. Parce que quand je parle comme de Riyad qualité, Mahrez, ils ont des bons joueurs. Comme tu disais, ils ont Bakambu, ils ont Wissa. C'est des joueurs qui, quand même, en Europe, ils se sont fait un nom. C'est des joueurs qui sont quand même réguliers en Europe. Et aujourd'hui, c'est pas le cas pour toutes les nations d'Afrique. Ils n'ont pas des joueurs qui sont réguliers en Europe. Il manque ce joueur star qui a servi au Maroc avec Brahim, exactement. avec Hakimi. Et là, peut-être qu'au Congo, il va manquer, il va manquer ce petit truc. Ils ont des bons joueurs. Il va manquer ils ce ont petit Mbemba truc. derrière, comme ils disaient, ils ont Sadiki, même beaucoup, même Touanzebe, Wan-Bissaka, c'est des bons joueurs. La défense, Mbemba, Touanzebe. Pour moi, t'es quand même dans la partie. On parle de défense centrale. T'as quand même une défense centrale qui se trouve dans la moitié supérieure. Oui. T'as quand même la chance qu'on a. Très bonne défense centrale. La chance qu'on a pour les équipes africaines dans cette Coupe du Monde, c'est que il y a la 3e place. Ça veut dire qu'inconsciemment, on va penser que l'Afrique a progressé et que l'Afrique
va se retrouver, enfin, il va y avoir 4-5 équipes qui vont Après, se retrouver en 16e de finale. Après, l'Afrique a progressé. L'Afrique a, il y a eu l'Afrique a il y a eu progressé. Il y a eu cette espèce de démocratisation de l'Afrique dans le sens où il y a beaucoup de joueurs binationaux qui ne choisissent plus forcément Oui. les nations européennes. Aujourd'hui, elles choisissent beaucoup les nations africaines. Oui, Et c'est ce qui permet aussi le développement de ces joueurs parce que, ok, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont investi comme l'a fait par exemple le Maroc, qui ont fait des infrastructures pour les jeunes Même le Sénégal. Hein. qui sont vraiment excellentes. C'est pour l'exemple. Donc du coup, ils sont obligés de se baser sur des joueurs qui sont binationaux et qui, eux, ont profité des installations européennes pour faire leur formation, grandir et atteindre un excellent niveau. Parce qu'à l'époque, à part la Côte d'Ivoire, qui avait quand même un vivier avec les Yaya Touré, les Drogba, t'avais pas beaucoup de nations où t'avais vraiment un 11 costaud. T'avais des équipes qui avaient des joueurs qui sortaient du lot. Je pense au Cameroun de Samuel Eto'o. Là, je parle de l'Égypte de Mohamed Salah, même si à Marmouche. Je pense qu'aujourd'hui, avec les binationaux, je pense que les équipes africaines, elles ont plus leur mot à dire dans cette compétition. Et je pense que cette compétition, de toute façon, elle va nous le montrer. Hein. Déjà, je pense après qu'on a vu le Maroc. les binationaux, par exemple, si je prends l'exemple du Maroc, on en a depuis les années 98 avec Hadji, avec Chamak. Maintenant, Oui, oui, mais c'est vrai que les équipes comme Non, le mais là, Congo. c'est- Ouais, mais ce que je veux te dire. ça s'est démocratisé aujourd'hui. Ouais, ce que je veux dire par rapport aux binationaux, pour rebondir un petit peu, quand on regarde par exemple des joueurs comme Noah Sadiki, comme Ganaël Mouko qui joue à Lille, ou comme Jorti Mokio, le joueur de l'Ajax Amsterdam qui décide de rejoindre le Congo très très tôt, ça c'était déjà des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années en Afrique. Exactement. Ces joueurs-là rejoignaient beaucoup plus les sélections européennes par rapport aux sélections africaines et on voit qu'il y a eu un changement par rapport à ça et qu'on rejoint maintenant de plus en plus les sélections africaines très jeunes. Même Ayoub Bouadi a fait le choix de rejoindre le Maroc. Ayoub Bouadi qui a 20 C'est ans. 2007. Ouais. 2007, Bouadji. 20 ans. Il a 19 Il a ans. 19 ans, il va avoir 20 ans. Donc voilà, donc en fait, on voit qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui rejoignent les sélections africaines. Mais pour rebondir aussi sur les binationaux, moi je trouve que les binationaux doivent être un plus, mais pas une nécessité. Parce que pour moi, je trouve que ce qui est notre gros problème au Congo, c'est qu'on a du mal à mettre des moyens à bosser sur la formation locale. Le championnat au Congo est en ruine complet. Il n'y a même plus de championnat au Congo. C'est très très compliqué au niveau des infrastructures, au niveau du développement des joueurs. Il n'y a plus d'académie de foot au Congo, comme il y a l'académie Mohamed V au Maroc, comme il y a l'académie Génération Foot au Sénégal. C'est que moi je trouve que le Congo doit bosser sur son académie, doit bosser sur sa formation locale pour Oui, pour mais continuer à ça, c'est de progresser et l'investissement. ne pas toujours compter sur les binationaux. Les binationaux, pour moi, doivent être un plus, un bonus, mais pas une nécessité. C'est-à-dire que pour moi, tu dois aussi bosser en amont. Parce que moi, j'ai un petit peu peur que le fait qu'on mise absolument tout sur les binationaux soit un petit peu l'arbre qui cache la forêt et cache en fait les manquements et les carences que tu as au niveau de ton travail sur la formation locale et au niveau de ton travail également sur le développement des infrastructures et sur le développement également de ton championnat local. Donc pour moi, ça doit être une nécessité, un plus, mais pas une nécessité. Que ce soit du coup le Maroc ou le Sénégal, on a un petit mix entre les joueurs locaux Exactement. et les binationaux. Pour moi, le Congo doit être une sélection qui doit justement s'imprégner un petit peu ou regarder un petit peu ce qui se fait du côté du Maroc et du Sénégal, c'est-à-dire faire un petit mix entre la formation locale et entre les binationaux pour pourquoi pas former la meilleure équipe possible. Après, ça, c'est une question d'argent. Honnêtement, je vais te dire un truc, pour moi, c'est pas une question d'argent au Congo, parce que pour bien connaître le pays, c'est pas une question d'argent. Pour moi, c'est vraiment une question de volonté. Pour Oui. moi, au Congo, il y a trop de mais problèmes. Non, mais dans le sens où, oui, c'est une question de volonté. Il faut que les hommes politiques en question et la fédération, ils se mettent en marche. Mais comme je te dis, c'est un problème d'argent dans le sens où il faut qu'ils prennent des décisions et il faut qu'ils investissent. Parce que tu peux pas... Tu es obligé de créer des terrains, tu es obligé de prendre des entraîneurs, tu es obligé de créer... Ouais, mais- T'es obligé d'acheter... En fait, c'est de l'argent. Ouais, mais tu vois, cet argent-là, pour moi, au Congo, tu l'as. Parce que Oui, regarde, je vais, non, te dire mais un- je vais te- c'est je vais pas- te donner- je vais te donner un exemple. Quand on s'est qualifié à la Coupe du Monde, les joueurs ont été reçus par la présidence, ont été reçus par le gouvernement et tout. Ils ont fait une grande fête et tout pour célébrer les joueurs. Tu sais, ces joueurs-là, ils ont eu quoi comme récompense? Ils ont eu des parcelles de terrain et ils ont eu des jeeps. Et ces parcelles de terrain et ces jeeps, ils ont été achetés par quoi? Par l'argent de l'État. Non, mais Ça veut c'est dire pas- que l'argent, tu le- l'as. Sauf que tu ne l'investis pas dans les bonnes choses et dans les bonnes de la meilleure des manières, en fait. Et c'est ce que la question, c'est pas est-ce que vous avez de l'argent ou pas. La question, c'est est-ce qu'ils vont dépenser cet argent Cet ou pas. argent-là, C'est ça la Oui. question. Pour moi, tu peut- dois peut- le faire. peut-être qu'à l'heure Oui. actuelle, le Congo a besoin d'investir dans d'autres choses. Maintenant, moi, on tient quand même à féliciter le Congo de sa qualification. Ça fait quand même 56 ans qu'ils y étaient pas. 52. 52 ans, pardon. On a eu le Maroc qui avait raté la Coupe du Monde pendant 20 ans et qui est ressorti et qui avait même perdu contre l'Iran. Tu C'est vois, ça. en 2018 et qui après en 2022 a fait sa demi-finale. Ça veut dire
c'est le moment de prendre de l'expérience. Maintenant, on a 10 équipes en Afrique. Avant, on en avait 5. Avant, pour se qualifier en Coupe du Monde, c'était la guerre, alors qu'on avait des très bonnes équipes. L'Algérie a raté 2 Coupes du Monde. Le Maroc a raté pendant 20 ans des Coupes du Monde. Là, maintenant, on a la chance de pouvoir aller en Coupe du Monde avec des équipes comme le Cap-Vert, comme le Congo. Ça veut dire que ces équipes-là ont rien à perdre. Autant y aller avec leurs forces et leurs faiblesses. C'est vrai, mais tu as eu quand même beaucoup de rendez-vous manqués quand même pour ces qualifications à la Coupe du Monde. Moi, je me rappelle de la Coupe du Monde 2018 et ce fameux match contre la Tunisie à Kinshasa où si tu gagnais ce match-là, tu te qualifiais en Russie. Tu mènes 2-0 chez toi et tu te fais revenir à 2 partout. Il y a eu le barrage contre le Maroc en 2022. Il y a eu même ce match de poule contre le Sénégal à la maison où si tu gagnais, tu te qualifies directement sans passer par les barrages. Au final, tu mènes 2-0, tu te fais remonter 3-2, tu es obligé de passer par des barrages. Bon, tu t'es qualifié grâce au barrage, mais tu as eu quand même beaucoup de rendez-vous manqués avant ça. Et pour moi, cette qualification-là, elle marque vraiment le renouveau un petit peu du football congolais. Et c'est très, très bien de revoir le Congo à cette place-là qui est la Coupe du Monde. Parce que pour moi, c'était une anomalie qu'un aussi grand pays de football comme le Congo, qui a été champion d'Afrique. Il y a eu TP Mazembe qui a gagné la Ligue des champions africaines à maintes reprises, qui a même fait une finale de Coupe du Monde des clubs face à l'Inter de Milan de Samuel Eto'o. Le Congo, c'est un des plus grands pays de football en Afrique. Et pour moi, c'était une anomalie que 52 ans, on n'a pas été à la Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est une anomalie qui a été réparée. Mais pour moi, ça ne doit pas être un one-shot. Et je pense que ce ne sera pas one-shot. Mais ça ne doit pas être un one-shot. Pour moi, ça doit être le début d'un processus. Et pour moi, tu dois te qualifier pour les prochaines Coupes du Monde qui vont arriver. Voilà, l'objectif reste de se qualifier pour les prochaines Coupes du Monde. On rappelle que le Congo joue à 21h contre le 19h, pardon, 19h. contre le Portugal. Mercredi. On sera là. On sera là. On regardera peut-être qu'on fera un petit débrief de ce match-là. Moi, la question que je vous pose, du coup, où voyez-vous aller le Congo? Est-ce que peut-être le Congo va se confronter à un plafond de verre? Est-ce que c'est peut-être pas la marche un peu au-dessus pour le Congo? On ne sait pas. Je vous laisse répondre en commentaire. Et on passe au prochain sujet qui m'intéresse fortement. Je vais introniser ce sujet. Comment? Le Grand Maroc. Le Grand Maroc joue contre le Brésil ce soir à minuit. Et c'est pas le Maroc qui joue contre le Brésil, c'est le Brésil qui joue contre le Maroc. Faut arrêter de comparer le Maroc avec le Brésil. Il est temps de comparer le Brésil au Maroc, car les demi-finalistes à l'heure actuelle, c'est le Maroc. Moi, je le dis, je n'ai pas peur du Brésil. Je ne dis pas qu'on va gagner le Brésil, mais je n'ai pas peur du Brésil. Pour moi, le Maroc a les qualités de poser problème à cette équipe du Brésil. Cette équipe du Brésil qui a pas mal d'individualités, mais collectivement, qui a assez de problèmes. Pour vous, est-ce que le Maroc peut rivaliser contre le Brésil? Je rappelle que le Maroc a fait un match nul contre la Norvège. C'est leur dernier match. C'était le match test parce que le 3-4-0 contre Madagascar, ça manquait de respect à Madagascar. Franchement, ça donne pas vraiment le niveau du Maroc. Il y a eu pas mal de changements. Pour le match contre la Norvège, on a eu 2 mi-temps. On a eu une mi-temps où le Maroc a vraiment dominé. Je me suis dit, là, le Maroc va aller loin à cette Coupe du Monde encore une fois. Et on a la deuxième mi-temps où les remplaçants rentrent. Et c'est plus le même match. On a aussi la blessure d'Abdé. Abdé, qui était un élément fort de cette équipe du Maroc. On a la blessure d'Aguerd qui ne va pas jouer la Coupe du Monde aussi. Ça veut dire on part sans Aguerd, sans Abdé. Sûrement une attaque avec Saïbari en faux neuf, Brahim à droite et à gauche Talbi. Est-ce que le Maroc peut rivaliser à l'heure actuelle avec le Brésil, selon vous? Pour moi, oui. Et je vais même aller plus loin. Et ça fait des mois que je le dis. Et pour moi, je n'ai pas été influencé par les derniers matchs. Mais moi, je vois le Maroc gagner ce soir. Et je vois même le Maroc finir premier du groupe. Pourquoi? Parce que je trouve que le Brésil n'est plus le grand Brésil qu'il a été il y a quelques années. Le Brésil a beaucoup de problèmes collectifs, a beaucoup de problèmes même individuels. Quand on regarde la liste des joueurs du Brésil qui a été appelée, quand on voit que le pays s'est mis à feu et à sang pour Neymar, qui n'arrive même pas à enchaîner 2 matchs de suite, ça prouve également qu'il y a un gros problème au niveau de la qualité des joueurs. Et le Maroc est une équipe qui n'a fait que de progresser ces dernières années. Le Maroc, pour moi, a changé de dimension. Tu fais une demi-finale de Coupe du Monde, tu vas en finale de la CAN. Tu as aussi les U20 qui ont gagné la Coupe du Monde. Donc, tu vois, tu as vraiment un processus et un travail de longue haleine qui a été fait ces dernières années. Le Maroc fait partie des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, il faut le dire. Donc, pour moi, le Maroc a rattrapé un petit peu son retard par rapport aux très grosses équipes. Et pour moi, un Brésil-Maroc aujourd'hui, le Maroc, pour moi, ne baisse pas les yeux devant ce Brésil-là. Et moi, je pense qu'ils vont s'imposer et qu'ils peuvent le faire. Après, on verra, ça reste un match de foot, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais moi, je suis intimement persuadé que le Maroc va le faire. Et moi, je suis intimement persuadé que le Maroc va terminer premier de ce groupe, je pense.
te rejoins sur certains points. Je ne sais pas s'ils vont finir premiers. Je pense que ce soir, ça va quand même être un match qui va être très serré. Je pense que les deux équipes, aujourd'hui, elles ont un niveau qui est quand même très proche. Moi, le seul souci que je me pose, la question que je me pose, c'est en fait, pour moi, je pense que le Maroc, ils vont être meilleurs contre le Brésil parce que justement, c'est le Brésil, c'est le pays du football. Et je pense que ça va donner à des joueurs une espèce de boost en plus. Donc, je pense qu'ils vont faire un meilleur match que, par exemple, une équipe comme l'Écosse où, justement, comme je disais, je me suis fait incendier sur les réseaux. Je pense que le Maroc va plus galérer contre l'Écosse que contre le Brésil, dans le sens où je pense qu'ils vont surestimer le Brésil, parce que je trouve qu'on surestime le Brésil. Et je te rejoins du coup sur le fait que je pense que le Brésil aujourd'hui, je pense que ça va être une des équipes surprises dans le mauvais sens. Ça va être un flop. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont des qualités. Je pense que du coup, derrière, la défense, ça commence à être un peu compliqué, même si on a des Hakimi. Mais sans Mazraoui, Mazraoui reviendra, mais il jouera pas, je pense, contre le Brésil. Ça sera plus Salah Eddine, qui a été champion avec le PSV. Ça va être qui? Salah Eddine, Hakimi, Shadi Riyad aussi peut-être? Alors Salah Eddine à gauche, sûrement, Hakimi à droite, Shadi Riyad, Issa Diop et Bounou au cage. Moi, je te rejoins sur le fait que la force du Maroc, qui était la défense quand ils sont arrivés en 2022, à l'heure actuelle, c'est peut-être, je dirais pas leur faiblesse, mais c'est un peu moins leur force. En fait, ça va être un match où tu as une équipe, le Brésil, qui a une très bonne défense, même si le côté gauche avec Alexandro, et bon, il va falloir voir si Vinicius fait les efforts nécessaires, parce que le côté droit, Brahim Diaz, Hakimi, face au côté gauche, Vinicius, Alexandro, je pense que sur leur côté gauche, le Brésil, ils peuvent facilement prendre l'eau. Mais dans un ensemble général, je pense que la défense, le Brésil, ils ont une bonne défense avec une attaque. C'est un peu compliqué l'animation, même s'ils ont des noms, l'animation, elle reste compliquée. Et à l'inverse, le Maroc, qui ont quand même une bonne attaque avec des bons joueurs et une animation qui est quand même, on l'a vu pendant la CAN, assez bien huilée, même si avec le nouveau sélectionneur, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. On va voir ça pendant cette compétition. Et du coup, à l'inverse, ils ont une défense qui est quand même plutôt moyenne, même si aujourd'hui ils ont reçu Issa Diop en plus. C'est pas un joueur il n'y a pas une défense avec des bases solides comme ils avaient avec Aguerd et Romain Saïs. Issa Diop, j'étais assez contre moi de sa venue parce qu'il vient à 28 ans. Il choisit un peu. Et il avait eu des déclarations, je me rappelle très bien, où il voulait clairement jouer pour l'équipe de France. Donc, c'était le fléau en fait. Les joueurs, ils attendaient d'abord les sélections A en Europe, et s'ils n'étaient pas pris, après ils partaient en Afrique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tant mieux. À l'heure actuelle, on n'a pas Aguerd, et le seul qui peut pallier l'absence à Aguerd, vu les matchs que j'ai vus, c'est Issa Diop. Hein. C'est Issa Diop. Oui. Maintenant, ça reste un très bon on joueur. a deux gros absents qui sont Abdé et Aguerd. Abdé surtout, vraiment, c'est une absence qui pour moi risque de coûter cher au Maroc. Moi, je trouvais que c'est le meilleur Marocain sur la finale de la CAN. J'avais trouvé qu'il avait fait une très bonne finale et il avait fait même une très bonne CAN. Moi, je trouve que c'est vraiment cette absence-là la faire mal. Abdé, sans dire de bêtises, je crois qu'il dépasse pas les 5 buts en sélection. Le Abdé qu'on a au Betis Séville n'est pas le Abdé qu'on retrouve au Maroc. Certes, Abdé. Avec le Maroc, la CAN, même si la finale elle est bonne, je trouve que sa CAN en général, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Je le mets pas dans le. Moi, j'ai trouvé quand même bon sur la CAN, même si c'est vrai que c'est pas le même Abdé qu'on a au Betis, qu'on a au Maroc, ça c'est une évidence. Mais j'ai trouvé que sa CAN quand même, j'ai trouvé quand même intéressant. Je trouvais quand même que dès qu'il touchait le ballon, il se passait quand même un petit peu quelque chose. Il arrivait à créer des différences, il arrivait quand même à créer quelque chose. Donc sur sa CAN, j'ai trouvé globalement intéressant. Abdé, le fait qu'il joue au Maroc, c'est que dans son profil, il est un peu le joueur qui va, dès qu'il va prendre le ballon, il va se passer quelque chose. C'est ce joueur un peu sensation, qui va certes ne pas être décisif, comme l'était Bouffal à un certain temps, qui va certes ne pas être décisif, mais qui va apporter, qui peut déséquilibrer la défense, parce que c'est un joueur, quand il arrive en 1v1, il n'hésite pas. Ouais, c'est un genre de percussion. Qui n'a pas peur de dribbler, qui n'a pas peur de faire des erreurs. Et là, pour le coup, on va se retrouver là avec un Talbi qui a pas le même profil qu'Abdé. Un Talbi qui est un bon joueur, qui fait une bonne saison à Sunderland. Ah non, mais qui est c'est celui qui était à Bruges. Oui, il était à Bruges, maintenant il est à Sunderland. Il est à Sunderland là. Il fait une bonne saison à Sunderland, mais c'est plus ce joueur qui va coller la ligne, qui va revenir derrière, qui va un peu moins provoquer, qui va peut-être un peu plus tirer, mais c'est pas du tout le même profil qu'Abdé, surtout que Talbi, tu l'avais
en remplaçant. Ça veut dire, tu te permettais de sortir Abdé, tu pouvais rentrer Talbi et rentrer Hassan Jessim. Mais le problème, là, c'est que tu rappelles d'autres joueurs qui sont Amin Sbaï et Sadan, mais est-ce que Amin Sbaï peut pallier peut pallier une absence en remplaçant Talbi dans un match? Est-ce qu'il a le niveau de jouer un match comme le Brésil, sachant que quand tu te qualifies, tu joues soit le Japon, soit les Pays-Bas. Et pour moi, le Japon, à l'heure actuelle, c'est plus dangereux que le Brésil. Ça reste mon avis. Arrivé en quart, tu peux jouer Canada, tu peux jouer République tchèque. En huitième, pardon. Arrivé en quart, tu peux jouer équipe de France ou Sénégal. Et c'est là que tu vas sentir l'impact des absences que tu as et le fait de ne pas avoir un banc assez conséquent. Moi, je pense que je te rejoins, c'est ce qui peut coûter cher au Maroc, cette absence, on va dire, de profondeur de banc. Mais pour rebondir sur Talbi, moi, je trouve que Talbi, techniquement, je trouve qu'il est meilleur que Abdé. Il t'apportera plus une touche, on va dire, un petit peu plus technique, un petit peu plus de toucher de balle, un petit peu plus de clairvoyance au niveau du jeu, par sa passe, par le dribble et tout. Mais je trouve qu'au niveau de la percussion, tu vas en perdre parce que Talbi, c'est pas forcément un joueur de percussion qui va dribbler, qui va y aller. Mais pour revenir un petit peu sur le Maroc, moi, je pense qu'en fait, je te le disais également en off, moi, je pense que le 11 du Maroc fera la différence parce que pour moi, le 11 est tellement qualitatif que même si tu n'as pas de profondeur de banc, si les 11 sur le terrain répondent présents et que les 11 arrivent, on va dire un petit peu, pas à se rendre les matchs faciles, mais à te rendre, on va dire, la tâche un petit peu plus simple, je pense que même avec une profondeur de banc, ça peut quand même, avec une profondeur de banc assez moindre, ça peut quand même te permettre d'avancer un petit peu dans le tournoi. Même si, bon, je vois pas le Maroc gagner la Coupe du Monde, je vois pas le Maroc non plus aller jusqu'au bout, mais je pense que le Maroc peut très bien se frayer un chemin jusqu'en quart, voire même en demi-finale encore sur un malentendu, parce que pour moi, les 11 joueurs qui sont sur le terrain, pour moi, peuvent rivaliser avec beaucoup, beaucoup d'équipes. Je suis d'accord avec toi, sauf que si le Maroc atteint les demi-finales, ça ne sera pas un malentendu, parce que tu peux atteindre les demi-finales en battant Sénégal, République tchèque ou Canada et Japon. Ça veut dire que si le Maroc... Le Canada, ils vont pas passer les poules. Ils peuvent passer les poules. Le Canada, ils vont mais passer, je pense. Généralement, c'est qu'avec les meilleurs troisièmes, pour moi, généralement, la plupart vont passer. Normalement, le match de quart de finale, de huitième de finale que va avoir le Maroc sera largement à la portée du Maroc. Non, mais ça veut dire que le Maroc, ils peuvent faire beaucoup de choses. Le Maroc peut atteindre les quarts de finale. Je pense qu'aujourd'hui, refaire l'exploit de 2022, sachant qu'on a un tour en plus. Je pense que ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, ils sont attendus. Et je pense qu'en 2022, le fait de ne pas être attendu et de se dire, je pense que leurs opposants, l'Espagne, le Portugal, je pense qu'ils se sont dit, bon, c'est le Maroc, ça va passer, on peut jouer tranquille. Je pense qu'ils ont sous-estimé. Ils ont sous-joué, ils ont sous-estimé. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, tu es finaliste de cette CAN, tu es demi-finaliste de Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, tu as une étiquette qui est quand même plus grosse aujourd'hui. Donc je pense qu'ils sont attendus et du coup ça va faire que des équipes vont surjouer contre eux. Comme quand on va jouer contre la France, on va jouer contre le Brésil. Des équipes elles vont se dire aujourd'hui c'est le Maroc, on va se donner à fond. Et c'est du coup pour ça que mon raisonnement, je pense qu'ils vont plus galérer contre l'Écosse que contre le Brésil. Mais je pense qu'en fonction du tableau sur lequel ils vont tomber, je pense qu'un quart de finale ça me paraît raisonnable. Oui, moi je vois le Maroc au moins en quart de finale, je pense. Je pense que ça va au moins en quart de finale parce que voilà, c'est une équipe au moins qui est complète, qui a aussi de l'expérience aussi. Hein. Il y a quand même des joueurs qui sont quand même là depuis quand même pas mal d'années, qui ont quand même un certain vécu au niveau international. Donc moi, je pense que cette équipe-là a toutes les cartes en main pour aller très très loin. Et moi, je pense qu'il va être aussi un petit peu revanchard parce que je pense quand même qu'au fond d'eux, les joueurs, ils sont pas champions d'Afrique, je pense, au fond d'eux. Et qu'ils ont vraiment aussi envie de se racheter en Coupe du Monde par rapport à ce qui s'est passé lors de la dernière CAN. Donc moi, je pense que c'est jouable pour faire encore un beau parcours. Après, juste pour rappel, tu vois, c'était important pour moi de le dire. Là, à l'heure actuelle, à la Coupe du Monde, on a une pause fraîcheur qui est une pause publicité qui coupe le match pendant, 5 minutes à peu près. Ouais, un peu moins. Un peu moins. 3 minutes. De 3 minutes, ouais. 3 minutes, j'ai vu passer que ça cassait énormément le rythme. Et je suis obligé de prendre la défense parce que, comme les Sénégalais parlent, nous aussi, les Marocains, on parle aussi pour défendre nos droits comme eux défendent leurs droits. On a un droit de parole aussi. Et j'ai pas vu autant de gens s'acharner sur le fait que comme le Sénégal sont sortis du terrain à la CAN, ils ont cassé le rythme. Faut pas oublier que en sortant du terrain 20 minutes, le rythme est beaucoup plus cassé qu'en 3 minutes. Voilà, moi c'était juste ça que je voulais rappeler. Oui, je suis obligé.
Je suis obligé de le rappeler. Et là, Ça pour un péno. là, les règles ont été claires. Une équipe qui sort du terrain à la Coupe du Monde, ça sera déclaré forfait. Un joueur qui sort du terrain, c'est carton rouge. Chaque joueur qui sort du terrain, c'est carton rouge. Au bout de 5 cartons rouges, c'est déclaré forfait. Après, pour en revenir au fait que les Sénégalais ont quitté le terrain, moi, je pense honnêtement que ce jour-là, si tu avais donné la décision de donner un match perdu directement au Sénégal le soir du match, Oui, c'est ce qui- moi, ça m'aurait pas posé de problème parce Ouais. qu'on se fie au règlement, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, donner match perdu 2 mois après le match, 3 mois après, je crois, pour moi, c'est le timing pour moi de la décision qui est surtout cataclysmique par rapport aux événements qui se sont passés surtout. Et du coup, personne est totalement satisfait parce que les Sénégalais qui ont eux fêté la victoire ne sont pas satisfaits parce que au niveau de la tasse, ben, ils l'ont donné au Maroc. Et le Maroc a été sacré. Le tasse. Il manque le le tasse, c'est tasse. la CAF qui C'est la a, CAF c'est la CAF qui a donné la canne Ouais, au Maroc. et le Maroc ont été sacrés 2 mois après. Ça veut dire nous qui étions à la CAN, on est sacrés 2 mois après. Donc j'ai envie de te dire que ma réaction c'est ben non, c'est faux, c'est pas possible. Ça veut dire en soi, les 2 équipes sont perdantes et pour les 2 équipes, pour moi le mieux, c'est d'aller de l'avant pour les 2 équipes. Moi, j'attends une très grosse compétition du Maroc. J'attends un Maroc qui doit aller le plus loin en Afrique. Pas par compétitivité avec l'Afrique, mais parce que le Maroc doit montrer une différence et doit montrer que c'est la meilleure équipe d'Afrique. Ils seront peut-être À l'heure en actu- décembre. peut-être. À l'heure actuelle, À l'heure actuelle, les seules équipes qui vont passer les 16e de finale pour moi, parce que l'Algérie va tomber contre l'Espagne ou l'Uruguay, et sûrement contre l'Espagne. Le Congo, je pense que ça va être compliqué, à moins qu'ils prennent un tirage favorable. L'Égypte aussi. Le Congo, je crois Je que, pense que si tu finis premier du groupe, c'est un 3e. Si tu finis 2e, tu joues le 2e du groupe de l'Angleterre. Donc sûrement peut-être Croatie ou Ghana. Et par contre, si tu finis 3e, tu prends un premier de groupe. Et j'ai regardé un petit peu les probabilités. Je crois que tu as plus de chances de jouer l'Angleterre. Donc le premier du groupe de l'Angleterre. Donc en soi, En En l'Angleterre. soi, l'Angleterre. Ça Ouais, va dépendre. donc, Moi aussi, j'ai fait ça un sera- bracket, mais en fait, ça dépend Ça sera- de tes points. C'est où ça. tu vas Mais en tomber, fait, en gros, je crois que c'est Opta qui avait dit ça. Au niveau des probabilités, si le Congo finit 3e, l'adversaire le plus probable, c'est l'Angleterre. En 16e de Ouais, finale. je crois que j'avais vu on verra. et ça va être le plus compliqué. Maintenant, est-ce que le Congo va finir meilleur 3e? Ça, c'est verra. notre histoire. Mais je pense qu'à partir des 16e de finale, en 8e de finale, les 2 équipes africaines qu'on peut retrouver, ça sera seulement le Sénégal et le Maroc, ce qui va prouver que cette CAN était un peu plus logique par rapport au niveau. Ah, attention, La seule- c'est les La deux seule meilleures équipes africaines, Maroc et la Sénégal. seule équipe que c'est un mystère qu'ils ne sont pas en Coupe du Monde. Bon, après, ils ont perdu contre le Congo. C'est le Nigeria en soi, qui aurait mérité d'avoir une place pour moi un peu plus que la Tunisie, peut-être même un peu plus que l'Égypte. Je dirais pas plus que le Congo, parce que le Congo les a quand même battus. Mais en termes d'effectifs, ils sont meilleurs que le Congo. Et aussi. honnêtement, ce soir-là, on a peut-être sorti le meilleur match de l'ère Sébastien Desabre. Depuis que Sébastien Desabre a repris l'équipe en 2023, en termes de contenu, je crois que c'est le meilleur match que le Congo ait fait contre le Nigeria. Parce que ce match-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais chaque personne qui a vu le match sait que le Congo gagne au tir au but. C'est vraiment à cause du manque d'efficacité de l'équipe. Pour moi, au niveau du jeu, on était très largement au-dessus du Nigeria. À part les 15-20 premières minutes de la première mi-temps, la domination était congolaise. Ok. Et moi, je pense du coup que la hype de la Coupe du Monde commence ce soir avec, pour l'instant, le premier gros Ouais, le choc. premier match. Ouais. On a Enfin, l'entrée le aussi premier gros match. l'entrée des équipes africaines qui va aussi faire qu'on va tous regarder. Moi, je sais que je serai devant Congo-Portugal, pareil. Est-ce à que quelle vous heure avez 19h mercredi. mercredi? Les matchs de 3h, 5h du matin, il y a certains matchs que Ouais. je regarderai moins, tu T'as vois. pas regardé la Corée? Tu t'es pas levé pour Corée du Sud? Moi, j'ai regardé les 4 matchs, moi. Ah Je ouais me suis levé pour la Corée, je me suis levé pour les États-Unis. On est dans notre Coupe du Monde. là. Franchement, On est dedans. Franchement, là, pour l'instant, ces matchs-là, c'est pas des matchs qui m'intéressent. Il y a certaines équipes, honnêtement, je vais les regarder à partir des phases les à deux. élimination directe. Après, moi, je te parle en principe. Pour moi, la Coupe du Monde, en fait, pour moi, la Coupe du Monde ne se limite pas qu'à regarder que les gros matchs. Parce qu'en fait, la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Donc, en fait, j'ai envie d'en profiter un maximum et j'ai envie aussi de découvrir des équipes. Exactement. J'ai été Non, content de voir la Corée du Sud. La Corée du Sud, franchement, j'étais content de voir leur match, voir comment ils jouaient. Même les États-Unis, par curiosité, c'est le pays hôte, ils sont à domicile, voir un petit peu comment ça joue. D'ailleurs, j'ai été impressionné par le match des États-Unis, même si bon, le Paraguay était quand même très très faible. Mais voilà, c'est la Coupe du Monde. Pour moi, se limiter juste à Brésil-Maroc, à France-Sénégal et à Ah Portugal-Congo. non, non, non. Ah non, Pour moi, non, c'est non. pas comme ça que tu vis vraiment pleinement une Coupe Oui, du Monde. exactement. On en fait Mais beaucoup on a, avec les États-Unis. C'est mais ça. Je trouve que- on a, je pense que beaucoup voient les États-Unis aller loin aujourd'hui. on a, Je pense qu'ils On a un peu- vont quand même rencontrer un plafond de verre quand ils vont rencontrer un
premier adversaire avec On a- beaucoup de qualité. À voir, mais Non, en tout mais cas, on a- ce qu'ils ont fait ce premier match, surtout la première mi-temps, c'était très très fort. On a quand même pas mal de matchs. On a 3 matchs par groupe, pas mal de 12 groupes, il me semble. 12 groupes On est, de je crois, 4, à ouais. plus de 90 matchs dans cette Coupe du Monde. 104 matchs. Ça va être compliqué de regarder tous les matchs. Oui, bien sûr. Même moi, je n'ai pas regardé tous les matchs. Je sais que Franchement, ce soir, il y a Haïti-Écosse et Australie-Turquie en pleine nuit. Bon, je pense qu'on va faire l'impasse sur ces matchs-là. Avec tout le respect pour ces. Avec, Minuit, ouais, ouais, avec minuit. tout le respect pour Haïti, Écosse, toutes ces Exactement. équipes-là, je pense que ces matchs-là, moi personnellement, je vais faire l'impasse, je pense. Pour finir sur le Maroc, je vous laisse donner votre pronostic pour le match de ce soir. J'aimerais bien que vous donniez votre pronostic, votre score et peut-être qui va marquer ce soir. Et je donnerai moi mon pronostic ensuite. Moi, je dirais un partout. Un partout, but de Brahim sur penalty. Je dirais but de Brahim. Classique. Voilà, classique. Je pense que c'est Qui est- la meilleure force offensive au Maroc. Et niveau Brésil, je mettrais une pièce sur Rafinha. Rafinha, ok. Alors moi, je vais rester sur ma lignée. Moi, je vois le Maroc s'imposer et je vais dire 2-1 pour le Maroc. Et je vais dire Brahim Diaz et Hakimi pour le Maroc. Je vois bien Hakimi marquer. Et pour le Brésil, je vais être classique Vinicius. Je vois bien Vinicius marquer ce soir. 2-1, victoire du Maroc. Moi, 2-1, je serai satisfait. Ouais, Tant que c'est une victoire, En tout tant cas, qu'on prend- moi, je vois le Maroc s'imposer. Tant qu'on prend les 3 points, je serai satisfait parce que tu finis premier de ce groupe. Et quand tu finis premier, non pas parce que j'ai peur de l'équipe de France, mais je pense que l'équipe de France, on en a parlé au début de la compétition, c'est une des meilleures équipes et c'est une des équipes qui peuvent sortir le Maroc. Pour moi, j'en ai donné 4. Je vais les redire. Espagne, France, Portugal, Argentine sortent le Maroc. Le reste, le Maroc a ses chances. Donc pour que le Maroc aille le plus loin, je préfère éviter la France le plus loin possible. Et je pense que même si tu bats en quart de finale le Sénégal, tu peux te retrouver probablement contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, tu as ta pièce à jouer. Ça veut dire que le Maroc, en finissant premier, ils auront un meilleur parcours. Maintenant, pour être champion du monde et pour aller loin dans cette compétition, tu es obligé de battre n'importe quelle équipe. Je ne suis pas assez arrogant pour dire que le Maroc va gagner la Coupe du Monde. Le Maroc ne va pas gagner la Coupe du Monde. Par contre, j'attends du Maroc une continuité par rapport à la dernière Coupe du Monde, une continuité, on continue à grandir, encore une quart de finale ou peut-être une demi-finale, ou peut-être même si on fait un 8e de finale et qu'on rencontre une équipe qui est meilleure que nous, c'est le jeu. Mais ce soir contre le Brésil, c'est une équipe qui a pas mal de lacunes parce que le Brésil, certes individuellement c'est beau, collectivement un peu moins. Ça veut dire j'attends ce soir du Maroc qu'ils confirment leur statut et qu'ils disent ouais, on est là dans cette Coupe du Monde. Beaucoup nous ont annoncé en favori. Et pour le cas, on est quand même dans la discussion et on va finir premier de ce groupe et on va aller le plus loin possible. Le Brésil, c'est une équipe vraiment prenable. Et si le Maroc perd contre le Brésil, je pense que si le Maroc rencontre le Japon ensuite dans son chemin, je pense que le Maroc son chemin s'arrêtera contre le Japon. Parce que le Brésil, ça va être un niveau. Le Japon, ça va pas être le même match. Je dirais pas un niveau au-dessus, mais ça va être un cran Quand même au-dessus. Mitoma absent Hein pour le Japon. Après, ouais, quand même Mitoma. Après, je t'en parlais aussi un petit peu également en off. Moi, je trouve que en fait, attention pour le Maroc, c'est que si tu bats le Brésil et qu'après tu joues le Japon en phase d'élimination directe, attention à ce que inconsciemment tu te relâches en te disant que bon, tu as battu le Brésil, même si le Brésil est peut-être moins fort que le Japon à l'instant T, mais le Brésil, ça reste quand même un nom historique du football mondial et que quand tu bats le Brésil, tu peux avoir peut-être cette forme de relâche, cette décompression C'est- en te disant que tu as fait le plus dur et que derrière, la suite de la compétition sera peut-être un petit peu plus simple. Et quand tu joues quand tu pars comme ça dans cette optique-là, d'un point de vue mental dans ce genre de compétition, tu prends la porte très très tôt. Donc à voir, mais oui, je te Mais avant rejoins ça- là-dessus. Avant ça, il y a l'Écosse. Et avant ça, il y a l'Écosse, oui, qui est C'est une ça, très très prendre- belle Ça va équipe. qui va être très, très dur à manœuvrer. compliqué. Mais de toute façon, on est en Coupe du Monde. Ouais. Toutes les équipes vont être globalement très très dures à jouer. Mais attention quand même au Maroc à se dire que oui, on a fait le plus dur face au Brésil et que derrière la suite de la compétition risque d'être simple. Non, En pas fait, du tout. Non, je dis pas que ça risque d'être simple, mais c'est à leur portée. Maintenant, Exact, attention de ne sous-estimer aucune équipe. Le Maroc, quand on regarde dans leur histoire, à la CAN, quand ils perdent des matchs ou quand ils font des matchs nuls, tu vois, il y a eu un match nul contre le Congo, il y a eu une défaite contre l'Afrique du Sud, on a eu une défaite contre le Bénin, une défaite contre l'Iran à la Coupe du Monde. Pourquoi L'Égypte aussi à la Pourquoi CAN au Cameroun également. Pourquoi Parce que le Maroc a eu tendance à se surestimer. Maintenant, avec l'expérience et les joueurs d'expérience qu'on a, on a des joueurs qui sont à leur 3e Coupe du Monde. Je pense à Hakimi, je pense à Bounou aussi, je pense à Amrabat aussi. Et ces joueurs-là doivent savoir
gérer la compétition en disant on prend aucune équipe de haut. Il faut prendre aucune équipe de haut, jouer tous les matchs à fond. Tu joues chaque match comme si tu jouais à chaque fois, du coup, l'équipe de France. Le match que tu vas prendre contre le Brésil, il faut que tu le prendes contre l'Écosse. Peut-être un peu moins contre excuse-moi, là, le troisième du groupe du Maroc. C'est Haïti. Voilà. Un peu moins contre Haïti, parce qu'Haïti, c'est une équipe vraiment qui est en dessous. Mais le Maroc doit confirmer Brésil-Écosse avec 6 points. Haïti, normalement, formalité avec 9 points, se qualifie premier. Et ensuite, on pense à la compétition en phase à élimination directe. Pour ce soir, moi, ce que j'aimerais, honnêtement, le match idéal du Maroc, ça serait un match où on ne prend pas de but. C'est-à-dire 2-0. 2-0, Brahim. J'aimerais bien un but de El Ainaoui. El Ainaoui qui est avec le Maroc depuis 6 mois et qui a marqué 3 ou 4 buts malgré que ça soit un milieu de terrain. Il tire les pénaltys, il me semble. Et il tire les pénaltys. Pourquoi pas À moins que Brahim Diaz veuille se racheter. Pourquoi pas 2-0. Le plus logique, Wakimi, ouais. le plus logique, ça serait un 2-1 comme tu l'as dit, ou un 1-1. Je serais pas choqué, mais un 1-1, je serais un peu déçu et je serais un peu dans le doute pour la suite de la compétition. Mais ce match-là peut finir aussi en 3-1 avec un Brésil qui relâche ce match-là, parce que le Brésil mentalement, c'est faible mentalement. C'est vrai. Moi, c'est vrai. Je pense que ça va être un groupe où, par exemple, si le Maroc bat le Brésil, je pense que le Maroc va pas gagner contre l'Écosse. Je pense qu'ils vont perdre des points contre l'Écosse. Que le Brésil, ils ont perdu contre le Maroc, mais ils vont gagner contre l'Écosse. Et que, en fait, ça va être moi, je perds contre toi, mais j'ai gagné contre toi. Mais et du coup, ça va se gérer au goal à virage pour qui va être premier, qui va être deuxième. Ça va être un groupe très homogène, très fermé. Je pense vraiment que ça va jouer sur pas grand-chose. Je pense que ça va faire 7-7 Brésil-Maroc. Après, goal à virage, ils se démerderont entre eux. Écosse, du coup... 3 sûrement, puisqu'on part du principe qu'il devrait battre Haïti. Haïti 3, et du coup, comme le Maroc finisse avec 7 points. Ah, tu vois Haïti battre l'Écosse. Ok, du coup, le match nul contre le Brésil et victoire contre l'Écosse. Ouais. Pour les deux. Si le Maroc ne gagne pas contre le Brésil, ils gagneront contre l'Écosse. Par contre, s'ils gagnent contre le Brésil, je pense qu'ils vont galérer, voire ne pas gagner contre l'Écosse. Mais t'as dit 3 Haïti, tu vois Haïti battre l'Écosse? Non. Non. J'ai demandé par rapport à. Mais c'est possible, hein. S'il y a des gens qui voient Haïti battre l'Écosse. Peut-être, c'est possible. Après, c'est le foot. Après, l'équipe d'Haïti, tu vois, c'est une surprise dans cette Coupe du Monde qui va jouer un peu relâché. Tu vois, ils ont quelques bons petits joueurs. Il y a Wilson Isidore qui joue à Sunderland. Ils ont Jean-Rekner Bellegarde qui est passé par Lens. Ils ont beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui sont passés en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est comme l'Ouzbékistan. Jean-Kévin Duverne aussi. La Bosnie qu'ils ont tenu le Canada hier. Et exact. Du coup, pour revenir à ce que j'ai dit, le match idéal serait 2-0. 2-0 Ainaoui Brahim. La Bosnie, à l'inverse, on n'en fait pas assez parce que pour moi, je voyais beaucoup de gens se dire le Canada, ils vont les tuer, ils vont machin. Pour moi, de base, je pensais que si j'avais une pièce à mettre, je l'aurais mis sur la Bosnie. J'aime beaucoup cette équipe, moi, de Bosnie. Le Canada, moi j'étais un petit peu déçu par la prestation du Canada hier. J'ai pas trouvé le Canada si transcendant que ça, même au niveau de la qualité technique, beaucoup de pertes de balles. J'étais déçu par le rendement des stars de l'équipe. Quand tu vois le match de Jonathan David, le match d'Alphonso Davies, même le match de Ismaël Koné au milieu de terrain qui est passé par l'OM. J'ai pas trouvé ça transcendant. Après, bon, je pense qu'ils risquent de passer parce qu'ils vont jouer le Qatar, je crois, au deuxième match. Ils devraient gagner. Mais moi, je pense que ça ira pas bien loin. Je pense que 16e, voire grand max 8e, je pense que ça sortira. Ok. Et du coup, pour revenir au Maroc, on a une victoire de ce côté, une victoire de mon côté. Moi, c'est ce que j'espère. Même si, avec l'expérience, je sais que le Maroc peut autant faire un énorme match comme autant se manquer. Maintenant, je souhaite au Maroc, comme au Congo, comme à n'importe quelle équipe, une très belle compétition, sauf bien sûr au Sénégal. C'est la base de tout. Et pour clôturer du coup cet épisode, parce qu'il est quand même... on a fait quand même pratiquement 1h30 d'épisode. J'ai quelques questions que je vous ai envoyées. Alors, pour vous, déjà, ça va être une question sur quel va être le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur joueur de cette compétition. Et on va commencer par le meilleur buteur de cette compétition. Et je vais demander à Paul. Meilleur buteur de cette compétition, je trouve que c'est compliqué parce qu'on a des noms, on a Mbappé, on a Kane, mais je sais pas, moi je dirais quand même Kane. Kane, ok. Et pour toi? Moi je vais dire Kylian Mbappé. Je vais dire Kylian Mbappé pour la simple et bonne raison que c'est sa Coupe du Monde, c'est sa compétition
Et comme je l'ai dit précédemment dans l'émission, il aura la ferme intention de remettre les pendules à l'heure et de faire taire quelques critiques. Donc, moi, j'ai entièrement confiance en Kylian Mbappé et je pense qu'il finira meilleur buteur de cette compétition. Après, au vu du groupe, au groupe de la France, si on compare avec le groupe de l'Angleterre, ça va être plus compliqué pour Kylian Mbappé de marquer contre du coup Sénégal, Norvège, de marquer énormément de buts qui sont des équipes assez solides. Par contre, l'Angleterre, si je me souviens bien, Croatie, Sur- Ghana et Panama. Ouais. ouais, voilà, il pourra vraiment gonfler son. Mais je les vois pas. Gonflé, oui et non, parce que la Croatie, ça reste quand même une équipe qui est pas facile à manœuvrer non plus. Ouais, Le mais Ghana, même si le Ghana n'a pas participé à la dernière CAN, le Ghana reste quand même une belle équipe aussi. Je vois pas non plus Kane marquer triplé sur les 3 matchs, quoi. Donc après, Kane, pour moi, c'est possible qu'il soit meilleur buteur aussi de la Coupe du Monde. Mais moi, je pars du principe que ce sera Mbappé, parce que pour moi, Mbappé, dès qu'on arrive en Coupe du Monde, pour moi, c'est pas le joueur ultime, mais pas très très loin. C'est sa compétition. C'est sa la Coupe du Monde. compétition, c'est le joueur qui, dès qu'il arrive en mode Coupe du Monde, il se transforme, il arrive à être très très décisif, très très clinique. Donc Peut-être moi, je pars même sur qu'il va Mbappé. jouer son ballon d'or sur cette compétition. Peut-être que ce soit lui ou que ce soit Lamine Yamal. Non. le Ballon d'Or, non. Parce pense que que- pour moi, même si l'équipe de France va très très loin, pour moi, ça reviendra soit à Olysée ou soit à Dembélé par rapport à la Ligue des Champions où tu as Dembélé qui la regagne une deuxième fois de suite en étant impactant, décisif avec le PSG, et Olysée qui allait jusqu'en demi-finale. Et Olysée, je sais pas si vous avez vu ses stats, mais Olysée, il est peut-être sur du 30 buts, 30 passes D, je crois, sur la saison. Donc moi, je pars Non, mais du je pense principe qu'Mbappé, que... il est out. Oui, de la il est course au out pour Ballon moi. d'Or. Je pense qu'il Il est même out pas pour dans moi, le top 10, mais, il est mais, pas- pour moi, si la France va jusqu'au bout et que Olysée se démarque et fait une très grosse compétition, je suis pas très très loin de donner à Olysée par Ça- rapport à Dembélé. Parce oui, que pour tu moi, peux le donner. Dembélé, en Ligue 1, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Il a été souvent blessé. Il a joué très peu de matchs en Ligue 1. Et en Ligue des Champions, il a été très très bon. Mais il a été très très bon sur la seconde partie de la Ligue des Champions. Alors que Olysée a été Comme très l'an bon dernier. sur toute la partie de la Ligue des Champions, que ce soit les poules jusqu'à la demi. Donc pour C'est moi, comme je pense l'an- que si la France gagne C'est la le Coupe du même Monde, je débat donnerais avec plus à Rafinha Olysée. l'an dernier. Bon, Ouais. j'ai pas envie de m'attarder quand même sur le Ballon d'Or, mais je pense quand même que si Mbappé fait une énorme Coupe du Monde où c'est le patron de l'équipe de France, il sera Il sera obligatoirement dans le débat. Oui, dans le débat. Il sera Donc, dans le débat, il oui, sera mais pas. est-ce qu'il va gagner? Moi, je pense que non. Parce qu'en fait, tu vas me dire, oui, mais regarde, Messi, il a gagné la Coupe du Monde, il a été Ballon d'Or. Ouais, mais Messi, en fait, il a une cote de sympathie, une cote d'amour dans le monde du football qui est juste décuplée. Je suis pas sûr qu'Mbappé a la même cote. Par exemple, tu prends les journalistes en Amérique du Sud, je suis pas certain qu'ils votent pour Mbappé. Après les déclarations qu'il a eues sur le football sud-américain, en disant que le football sud-américain était faible par Qui rapport au football rassemble européen. Je suis pas certain qu'ils réunissent Après, il tous a les pas- votes de tous les continents, de tous les journalistes du après, il a continent. pas tort. Oui, il a pas tort, mais bon, tu sais que quand tu es footballeur, il y a certaines choses qui ne sont pas très très bonnes à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'a pas la même cote de sympathie, la même cote d'amour qu'a eu Messi dans ces années où il pouvait gagner Ballon d'Or. Donc c'est pour ça que pour moi, même si Mbappé fait une grosse Coupe du Monde, pour moi, il l'aura pas. Parce que pour moi, la Ligue des Champions, elle est trop préjudiciable. Il s'arrête qu'en quart de finale. Pour moi, c'est pareil que pour Lamine Yamal. J'adore Lamine Yamal, mais même s'il gagne la Coupe du Monde avec l'Espagne, pour moi, je pense pas qu'il aura le Ballon d'Or. Pour moi, un des deux, s'il gagne la Coupe du Monde, il sera dans le débat. Je pense qu'il Pour passer- Yamal, il sera dans le débat, je pense. à la Oui, il fin. sera dans le Non, débat, mais non. est-ce qu'il le gagnera? Moi, je pense que non. Peut-être Ça reviendra peut-être forcément. En fait, ça va dépendre aussi du parcours de la France également. Mais admettons si c'est Espagne, France en finale par exemple, et Ce sera en demi. que Yamal ou en demi ou en finale, ça c'est possible aussi. Mais si ça arrive en demi ou en finale et que l'Espagne gagne et que après derrière l'Espagne gagne la Coupe du Monde, bah Olysée pourra se dire que j'ai Faut fait pas- demi-finale de Ligue des Champions, demi-finale de Coupe du Monde. Dembélé pourra aussi dire que j'ai gagné la Ligue des Champions, j'ai fait demi-finale de Coupe du Monde. Faut pas À voir, oublier- ça va faut- dépendre aussi des performances Faut individuelles pas aussi. oublier que la Coupe du Monde a un gros impact sur la Coupe du Monde. On l'a vu sur le Ballon d'Or, pardon. On a eu Modric qui a eu le Ballon d'Or, qui fait une énorme Coupe du Monde, qui finit meilleur joueur de la compétition. Après, il gagne On aussi la a- Ligue des Champions avec le Real cette oui, année-là. aussi. On a Messi qui, l'année où il prend le Ballon d'Or, il gagne rien avec le PSG. Oui. Et comme il fait l'ultime Coupe du Monde et vraiment c'était le Graal pour sa carrière, il prend le Ballon d'Or. Ça veut dire pour moi, ça serait pas une surprise si Mbappé fait une énorme Coupe Ouais, du mais- Monde. Je pense qu'il y aura une certaine propagande de Mbappé ou Yamal. mais je vais te dire un petit truc, comme je l'ai répété plusieurs fois, pour moi, c'est pas la même chose que Messi, parce que pour moi, Messi est adoré de tous. C'est Messi, et pour moi, ça reste l'icône, tu vois. Et pour moi, Yamal et GOAT. Mbappé ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là, pour moi, d'icône du football. Donc c'est pour ça que pour moi, même s'il venait à gagner la Coupe du Monde, dans le Ballon d'Or,
Je pense que c'est deux personnages qui sont très clivants. Mbappé et Yamal. Yamal aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui lui ont reproché ses sorties en soirée, ses sorties en boîte, le fait aussi qu'il invite des nains à son anniversaire, le fait qu'il ait beaucoup de copines. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de trucs qui fait que Yamal est aussi un personnage un petit peu clivant. Donc dans les médias, ça y joue aussi. Donc, alors que Messi, c'est un mec qui fait l'unanimité partout. Messi fait l'unanimité partout. Il y a que peut-être les pros CR7 ou les Portugais peut-être qui sont un petit peu réticents par rapport à Messi. Mais sinon, Messi fait l'unanimité partout. C'est des jaloux. Mbappé et Yamal, c'est pas le cas. C'est pour ça. Honnêtement, je suis d'accord par rapport à ça. Après, on verra au moment même du coup du Ballon d'Or qui sera dans le débat, qui ne sera pas dans le débat. On va passer au meilleur passeur de la Coupe du Monde. Et là, peut-être que vous aurez le même nom. Je sais pas. Lamine. Namine. J'ai le même nom. Yamal aussi. Peut-être Olysée aussi. Olysée aussi, ouais, Si on voit- c'est possible. Si on mais voit l'équipe de mais France, pour moi, Yamal, parce que pour moi, Yamal, il a une qualité de passe pour moi. Et même, je il trouve est qu'on n'en fait au-dessus. pas assez sur sa qualité de Ah, il est passe. trop fort. Je le trouve Il est plus trop, fort dans sa trop qualité fort. de passe que dans sa qualité de dribble. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup Oui, plus oui, un oui, passeur oui. qu'un dribbleur. Ah, je trouve aussi. Sa trouve que qualité ça de se voit. passe, Je pense que les deux, il est exceptionnel. ouais, il est exceptionnel dans les deux. Mais si tu me demandes de choisir pour moi sa vraie qualité entre les deux, pour moi, sa qualité de passe. Sa qualité de Ouais. passe, pour moi, dans Les les petits extérieurs, espaces, les extérieurs, puis même les angles de passe qu'il trouve dans les espaces et tout, c'est exceptionnel. Mm. Pour moi, Oui, c'est. oui, non, c'est un phénomène. En termes de qualité de passe, pour moi, c'est un mec qui est tout en haut, qui est tout au-dessus. le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Qui sera élu meilleur joueur? Lamine. Moi, comme je vois l'Espagne gagner la Coupe du Monde, je te dirais aussi Lamine Yamal, ouais. Parce que je pars du principe que pour moi, le vainqueur de la Coupe du Monde, c'est forcément un des L'Espagne. meilleurs joueurs. Donc, Ouais. si l'Espagne gagne, On a eu on sera là, Modric Yamal. en 2018 en Ouais, finale. mais c'était c'est pas- vrai. Mais tu sais pourquoi on a eu Modric? Parce qu'en fait, pour moi, la France en 2018, et c'est pareil pour le Ballon d'Or en 2018, pour moi, il y a trop de joueurs qui ont excellé dans cette Ouais. Coupe du Monde et c'est difficile d'en choisir un. Pour moi, tu as Griezmann qui a excellé, tu as Pogba. Pogba qui a excellé, tu as Varane. Mbappé qui qui a a excellé, excellé. tu as Varane qui a excellé, tu as Kanté qui a excellé, tu as Loris, même malgré sa bourde en En finale, fait, qui a tu as excellé aussi. quasiment le 11. Quoi. Tu as quasiment le 11 qui a excellé. T'enlèves Giroud, Matuidi. Allez, t'enlèves Pavard. Je pense que dans le 11, et allez, Hernandez. Voilà. T'enlèves C'est- 4 c'est- joueurs. Quoi. Et regarde, je vais même faire même le même exemple. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, pour moi, c'est impossible pour moi de me dire qui est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Et c'est pour Parce que ça pour moi, que tu peux citer Dembélé, tu peux citer Kvaratskhelia, tu peux citer João Neves, tu peux citer Vitinha, tu peux citer Pacho, tu peux citer Nuno Mendes, tu peux citer Hakimi. C'est pour ça que Et c'est un pour petit peu ça, pareil regarde, que la France je 2018. rebondis sur ce que tu dis. C'est pour ça, regarde, je regarde la caméra droit devant. Didier, si tu me regardes, si tu m'écoutes, je t'en supplie, juste pour voir quelque chose, mets Mbappé sur le banc. Juste pour voir un truc. Après, on fera la conclusion. On sait après. pas, peut-être qu'il passera par là, Didier Deschamps, et qu'il Didier, t'écoutera. si Et tu m'écoutes, et bis. qui t'a dit, suite à la déclaration de Paul Le Goat, j'ai décidé de mettre Mbappé dans le banc. Et Ouais. voilà. C'est juste pour voir un truc, hein. Juste pour tester. Juste pour tester. Voilà. Et le test sera contre le Sénégal, peut-être. J'espère. Pour vous, le vainqueur de la Coupe du Monde, je pense que vous Espagne. avez les mêmes. Espagne. Bref. Espagne. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Ok, facile. Pour moi, c'est la meilleure équipe collectivement. Alors individuellement, certes, pour moi, je les trouve quand même individuellement moins forts qu'en 2024. Il y a Nico Williams qui a fait quand même une moins bonne saison qu'il l'était il y a 2 ans. Ils ont une défense quand même qui est un petit peu plus friable qu'il y a 2 ans. Mais pour moi, en termes de jeu collectif, pour moi, c'est une équipe pour moi Ouais. qui est au-dessus. C'est- Les joueurs qu'ils ont, même Lamine Yamal, Pedri, le milieu de terrain, pour moi, ils ont un des meilleurs milieux de terrain de la Coupe du Monde avec le Portugal. Rodri, Pedri, Fabian Ruiz. Pour moi, c'est exceptionnel. Donc ouais, pour moi, s'ils arrivent à leur top niveau collectivement, pour moi, ils battent toutes les équipes possibles. Je me permets de m'intégrer et de mettre mon vainqueur pour moi, parce que je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que ça va être l'équipe de France. Pourquoi l'équipe de France? L'équipe de France, je la trouve plus complète que l'équipe d'Espagne. Tout même ce qu'on si- espère, en tout cas. Oui, je la trouve plus complète. Pourquoi? Parce qu'au bout de 8 matchs, comme on a vu à la dernière Coupe du Monde, pas mal d'équipes finissent avec des blessés. L'Espagne ne sont pas à l'abri d'avoir un de ses joueurs phares qui sera blessé. Au bout des 8 matchs, l'équipe de France, s'ils ont un joueur blessé, et même si c'est Mbappé, ben, l'équipe de France peut pallier ce... Ah, mais de toute façon, Ouais, peut je suis pallier- d'accord peut- avec peut toi. pallier cette blessure. Moi, je le dis, si Et puis Mbappé ne joue pas, la France est championne du Peut- monde. Oui, Même c'est- avec lui, elles peuvent être championnes du monde aussi. Oui, elle peut. Même avec lui. Si Mais Mbappé, elle a si, plus de chance si en la lui, France est je championne trouve. du monde sans Non, mais en Mbappé, sortie de banc, je dis pas qu'il joue 0 minutes. si tu me dis que la France Mais- est championne du monde sans Mbappé, donc du coup, moi, je peux éteindre ma télé, pas regarder jusqu'à la fin. Si je vois Mbappé titulaire, la France va être championne du monde parce que la France est meilleure avec Kylian Mbappé. Maintenant, si on regarde... Je suis d'accord avec lui, moi. je Moi, je suis d'accord avec je lui. me permets de donner mon avis sur Non, ça. mais moi, je suis Même d'accord si je avec lui, hein. trouve que les arguments que tu as donnés, franchement, ils tiennent la route. Et si une personne a vraiment un doute sur faut-il faire jouer ou pas Mbappé, ben, tu peux la convaincre en lui donnant de ses arguments.
qui tiennent vraiment la route. Maintenant, l'équipe de France, aussi par rapport au parcours qu'ils vont avoir, jusqu'en demi-finale, l'équipe de France, dans chaque match, ils seront vus en favori. Et je pense que c'est des matchs qui vont gagner, pas facilement, mais où ils vont être au-dessus. À l'image de la demi-finale contre le Maroc, où vraiment on voyait une équipe qui était au-dessus du Maroc. Même s'ils gagnent Moi, que je de pense 1. qu'ils ont le quart contre l'Allemagne qui va être compliqué. Le 8e, je pense. C'est quart ou France-Allemagne, huitième c'est 8e. Je crois qu'en quart, tu joues le Ah ben, justement, Brésil ou les Pays-Bas. J'ai une prochaine Bon, équipe. moi, je pense que l'Allemagne, ils vont nous poser des soucis. Et après, C'est possible. Après, et je pense qu'on perd contre l'Espagne. pour rebondir à ce que tu disais par rapport au fait que l'Espagne peut avoir des joueurs qui se blessent assez rapidement, faut aussi pas oublier que Lamine Yamal, ça fait quand même depuis fin avril qu'il n'a pas joué et qu'il va arriver aussi avec une certaine pubalgie aussi. Il va arriver aussi quand même avec peut-être physiquement, peut-être qu'il sera peut-être pas non plus à 100% dès le début. Je pense qu'il va être en forme plutôt. Cette blessure, je pense qu'elle est tombée à pic. Ça lui a permis de se reposer. J'espère pour lui en tout cas, parce que j'adore ce joueur. Je Mais pense que cette Coupe du Monde, je pense qu'il va montrer au monde entier que je pense qu'aujourd'hui, c'est lui le meilleur joueur du monde. Et je pense qu'on l'a vu sur la finale de la Ligue des Champions, que sur les 22 joueurs qu'il y avait sur le terrain, et je pense surtout les 10 offensifs, je pense qu'il n'y a personne qui est au niveau de Yamal. Ah oui, et on l'a ça, vu je suis totalement d'accord avec toi. C'était un match qui est quand même fermé. Il n'y a aucun joueur qui, en prenant le ballon, il pouvait déclencher. Pour moi, je vais te dire un truc. Pour moi, Lamine Yamal, c'est dans un degré moindre, comme Messi, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, pour moi, tu tu regardes un match de foot, pour moi, et tu vois jouer Yamal, et tu vois pas qu'il est supérieur en termes de qualité individuelle par rapport aux autres joueurs. C'est pour moi, soit tu es de mauvaise foi, ou soit tu as du mal à comprendre ce que tu regardes. Pour moi, Yamal, quand tu vois ce qu'il fait sur un terrain, pour moi, il n'y a aucun joueur qui fait mieux que lui. Pour moi, c'est mon avis en tout cas. Oui, Lamine Yamal, je suis d'accord sur le fait que c'est quand même le meilleur joueur du monde. J'étais le premier à m'indigner quand Dembélé a pris son ballon d'or, parce que pour moi, le ballon d'or, même si tu joues sur le fait que Dembélé a pris la Ligue des Champions, que la Yamal a flop en Ligue des Champions, etc. Le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle et depuis 1 an, 2 ans, ça reste Yamal. Et si tu veux vraiment rentrer dans le débat, les seuls qui rentrent réellement dans le débat de meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, tu peux compter Mbappé, et dans un degré un peu moindre, tu comptes Olysée cette année. Là, je te rejoins pas. J'ai défendu Mbappé toute l'émission, mais là, je te rejoins pas. Sur le degré du meilleur joueur du monde, pour moi, le seul joueur qui regarde dans les yeux, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Attention. Mais par contre, pour moi, s'il fallait vraiment faire un duel pour dire qui est le meilleur joueur du monde entre les deux, pour moi, le seul qui peut vraiment pour moi tutoyer Lamine Yamal, c'est Michael Olysée. Pour moi, c'est tout. Le reste, pour moi. Et t'as Kvara, mais Kvara, c'est. Kvara, c'est un degré moins. En fait, Kvara, c'est un profil différent. Kvara, c'est un peu un profil dynamiteur, percuteur. C'est un broyeur de cheville, ce joueur. C'est un gars qui est toujours là, qui est percutant, qui est une pile électrique. Et sur la Ligue des Champions, il a été phénoménal. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, sur la régularité, sur tout le long, au niveau des stats, pour moi, le seul qui regarde Yamal dans les yeux, c'est Olysée. Mais il le regarde d'en bas quand même. Oui, il le regarde quand même un petit peu d'en haut, mais il s'en rapproche un petit peu, je trouve. Je conçois. Maintenant, pour moi, mon vainqueur, ça sera l'équipe de France, parce que l'équipe de France, en termes d'équipe et en termes de banc, c'est l'équipe qui arrive avec le meilleur banc et l'équipe la plus complète. Et une Coupe du Monde, tu as besoin d'une équipe complète. On a un milieu de terrain qui est défaillant quand même. Voilà. On a moins de joueurs et on a moins de qualité qu'avant. Beaucoup moins de qualité. Et tu as des joueurs qui jouent un peu moins en club, tu as des joueurs moyens, je trouve, au milieu de terrain. On a moins de qualité qu'avant, mais je trouve que par rapport aux autres équipes, je trouve qu'on a quand même plus de qualité au milieu de terrain que certaines équipes. Oui, je trouve quand même. À part peut-être le milieu. On n'est pas dans le top 3, quoi. Ouais, voilà. Je trouve que je mets quand même le Portugal, l'Espagne et l'Angleterre au-dessus au niveau du milieu de terrain. Mais pour moi, après le reste, je vois pas quel autre milieu de terrain est au-dessus que celui de l'équipe de France. Hein. Donc, moi, je trouve que tu peux. Ouais, non, quand même pas. Comment ? La Tunisie. Non, quand même pas. Le milieu de terrain, avec tout le respect pour nos amis tunisiens, mais. Qui a un meilleur milieu de terrain que l'équipe de France ? Pour moi, c'est Portugal, Espagne, Angleterre. Pour moi, c'est les 3 sélections qui, en termes de milieu de terrain, pour moi, sont au-dessus de l'équipe de France. Après, le reste, pour moi, c'est soit équivalent ou soit en dessous. Mais je voulais rebondir par rapport au Ballon d'Or de Dembélé. Pour moi, Dembélé méritait son Ballon d'Or dans le sens où, pour moi, il a réalisé la meilleure saison collective et il a été, pour moi, un petit peu l'image et l'incarnation de la meilleure équipe collectivement sur la dernière année écoulée. Moi, j'aurais donné à Yamal, personnellement, parce que je trouve que c'était le meilleur joueur individuellement parlant. Mais ça me choque pas que Dembélé l'ait eu, parce que pour moi, il a tout gagné. Il a été l'image, il a été le joueur de la meilleure équipe sur l'année écoulée.
Donc pour moi, il méritait aussi son ballon d'or. Mais Non, moi, il personnellement, l'a j'aurais donné à mérité. Yamal. Je dis Il pas l'a que c'est mérité. choquant, mais il le mérite, mais aussi c'est un des pionniers de cette Ligue des Champions pour le PSG, mais c'est autant Vitinha est autant un pionnier de cette Ligue des Champions, Hakimi est autant un pionnier de cette Ligue des Champions. Pourtant, ils ont mis Dembélé en avant dans cette équipe car il est l'attaquant, car il est l'international français. Mais est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Dembélé n'a jamais été le meilleur non, joueur ça du n'a monde. jamais été le meilleur joueur du monde, ça je suis totalement d'accord avec toi. Mais par rapport au ballon d'or, pourquoi est-ce qu'ils l'ont donné à Dembélé? Souvenez-vous, la première partie de saison de l'année dernière du Paris Saint-Germain. Ils sont 25e, ils sont 25e en Ligue des Champions. Ils galéraient à gagner des matchs en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'il manquait d'efficacité et Dembélé était le symbole de ce manque d'efficacité du Paris Saint-Germain. Et la seconde partie de saison, dès que Dembélé a retrouvé son efficacité, le PSG a été injouable. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Dès qu'ils ont recruté Gvara et qu'ils ont mis Dembélé Oui, en neuf. bien C'est sûr. ça Il y a eu l'ajout le- de Vara, il y a eu aussi l'ajout également d'un style de jeu que Luis Enrique a imprégné. Mais ce qui a vraiment changé pour moi la face du PSG, c'est que Dembélé s'est mis à enchaîner les buts. Et quand Dembélé s'est mis à enchaîner les buts, ce PSG a été injouable et ils ont gagné la Ligue des Champions. Oui, Donc pour mais moi, il Dembélé. a joué 6 mois. Moi, Alors que sur ouais, mais ce que je veux te dire, si c'est tu que prends la saison complète comme tu es censé le prendre sur le je suis d'accord avec au toi. PSG, le meilleur joueur Mais ce que je veux- la saison dernière, pour moi, c'était Hakimi. Je C'est suis celui qui totalement- a été le plus complet tout au long de la saison. Ouais, mais bon, donner le ballon d'or à un défenseur, c'est que c'est compliqué. En fait, On moi, sait j'aurais- que c'est- en fait, le Paris Saint-Germain, ils ont toute la saison. Rafinha, ça a été non, mais Oui, au mais- niveau rien que tu prends des notes, tu prends les notes des matchs, c'est celui qui a les meilleures notes. Niveau des stats, c'est Ant qui a des meilleures stats et il a des stats dans les grands matchs. En fait, Après, oui, sur les 5 derniers mois, Yamal, il a été sensationnel. En fait, je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi j'aurais pas donné à Rafinha? Parce qu'en fait, pour moi, au Barça, pour moi, le joueur qui a cristallisé toute l'attention et qui a cristallisé tout le jeu du Barça, pour moi, c'est Lamine Yamal. Pour Oui. moi, c'est le joueur qui, dans le jeu, a été meilleur que Rafinha. C'est le joueur qui t'a le plus brûlé la rétine, j'ai envie de te dire. Quand tu regardes un match du Barça, le joueur que tu retiens le plus, c'est Lamine Yamal. Rafinha, pour moi, est un très bon joueur. Il a fait ses stats, il a marqué beaucoup de buts. Mais pour moi, si tu prends la saison, pour moi, Lamine Yamal a été meilleur parce que pour moi, c'est le joueur pour moi qui cristallisait Oui. vraiment l'attention et au niveau du jeu. Surtout- Pour moi, s'il y surtout avait cette un année. joueur du Barça que tu retenais, c'était Yamal, c'était pas Rafinha. Et Pedri aussi. Et Pedri, oui, bien du évidemment. coup, pour revenir au sujet, le vainqueur pour vous sera l'Espagne. Pour moi, c'est la France. Pour vous, qui sera le flop de cette Coupe du Monde 2026? Moi, je voulais dire Brésil ou Angleterre, mais en fait, je trouve qu'on en fait beaucoup trop avec le Portugal. Ah, merci. Donc, je vais mettre le Portugal. J'allais dire aussi pareil, Portugal. Bon, bah, comme Por- il dit Portugal, je vais dire le Brésil. Alors, au moins, Mais ouais, moi je vais. Est-ce que le Brésil, vu leur dernière Coupe du Monde, sera vraiment compté comme un flop s'il Si, dépasse? quand même. Ça dépend dépend, contre qui hein. ils perdent. S'ils sortent en 16e, c'est un flop. Oui, s'ils sortent en S'ils 16e. sortent en poule, alors là, catastrophe Non, industrielle. mais quoi. Le Portugal, faut pas oublier que s'ils n'arrivent pas en demi-finale ou Oui. même s'ils la gagnent pas, ça sera compté comme un flop parce que ils ont une équipe énorme. Maintenant, je pense qu'ils sortent en quart contre ils l'Argentine. sortent en quart. Moi, je vais. On l'annonce. Moi, j'ai mis le Portugal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Portugal, j'ai des gros doutes pour moi sur l'animation collective de Roberto Martinez. Moi, je trouve que c'est un coach qui est très, très, très surcoté et qui a beaucoup, beaucoup de lacunes tactiques. On l'a vu avec la Belgique notamment, où il a jamais su faire passer un cap à cette équipe de Belgique. Et il y a eu énormément de difficultés. Il a eu énormément de difficultés par rapport à ça. Je trouve l'attaque est trop centralisée sur Cristiano Ronaldo. Le jeu est trop centralisé sur Cristiano Ronaldo. Et qu'au niveau du contenu, les matchs du Portugal sont souvent pas terribles à regarder jouer. Ah, ils sont- Et par contre, là, ce qui peut leur faire la différence, c'est que je les vois avancer quand même dans le tournoi parce que pour moi, ils ont un milieu de terrain pour moi qui est sensationnel. Ils ont une défense aussi très très solide hein, parce qu'on parle du milieu de terrain, mais ils ont quand même aussi Nuno Mendes, quand même sur le côté gauche, pour moi, qui est le meilleur latéral gauche du monde à l'heure actuelle. Donc pour moi, ils ont quand même des atouts pour leur Ouais, mais permettre derrière, c'est- d'avancer c'est- un t'as petit peu. plus Ruben Dias d'avant. Oui, mais Pour moi, je trouve que Mais tu défensivement, restes ils quand sont même- moins bons cette année que ils les sont années moins d'avant. bons, mais tu restes quand même solide. Tu restes quand même solide, tu as quand même des arguments pour être solide. Mais moi, là où j'ai des doutes, c'est sur l'animation offensive, où pour moi, le Portugal, je trouve vraiment que au niveau de l'animation offensive, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés pour moi à être très dangereux, à être très, très décisif. Et même au niveau du jeu, je trouve que par moments, c'est souvent très compliqué. Donc ouais, moi, je vois le Portugal en flop. Et le Portugal, toi, tu as dit quart de finale. Moi, je les vois même sortir un petit peu avant. Moi, je Ah pense ouais qu'ils peuvent prendre une petite surprise en huitième. Sortir en huitième, je sais pas contre qui peuvent jouer en huitième, mais prendre une petite surprise en huitième de finale. Je les vois en poule quand même survoler, je les vois finir premier, pas de ce problème. Je les vois passer le 16e également, mais je les vois prendre une petite surprise en huitième. Ok. Et malheureusement, je pense que le Portugal-Argentine qu'on attend tous, bah, peut-être qu'il n'aura pas lieu à cause de ça, je pense. Sachant À que voir. Cristiano, je pense qu'aujourd'hui, je pense que ça y est, il faut arrêter. Il
faut plus le mettre titulaire. Ah, pour moi, c'est sa dernière compétition, je pense. Je pense. C'est la dernière de Non, Messi, c'est la dernière de Ronaldo. il ira à ses 1000 buts. Moi, c'est pour ça. Moi, j'espère qu'il mette ses 1000 buts le plus rapidement pour que ça y est, il faut qu'il éteigne cette flamme qui est en train de brûler. Il est en train de détruire sa carrière complète. On est en train de se focaliser sur sa fin de carrière qui est catastrophique. Ces matchs en Arabie Saoudite, il met pas un pied devant l'autre. Moi, je regardais des matchs, mais je me suis dit, mais qui est ce joueur? Après, Quand faut tu- pas quand oublier. Après, quand lui, il tu se sent comparais bien physiquement, avant- il l'a dit. Hein. Ouais, Oui, après, non, une Coupe du Monde, c'est Après, 8 tu matchs. prends- Après- en interview, il a dit Après, tu je prends me de sens l'âge bien aussi. physiquement, vous regardez les matchs. Mais le problème, c'est qu'on les regarde, les matchs. Et aujourd'hui, physiquement, il n'est pas là du tout. Après, il une est pas bien. coupe du Monde, c'est 8 matchs. Il suffit Mais qu'il il s'en sorte fout, c'est une pas Coupe son du rêve Monde de toute façon. stratosphérique. Il avait dit, ouais. Il a dit une compétition à 7-8 matchs. Du coup, le flop de la Coupe du Monde, pour vous, ça sera Le Portugal, le pour moi. Portugal. Et pour la dernière question, qui sera la surprise du mondial? Qui sera l'équipe surprise, l'équipe sensation, l'équipe qu'on n'attend peut-être pas et qui va éliminer peut-être un favori, qui va... Moi, je vois la Côte d'Ivoire. Je vois la Côte d'Ivoire en favori, enfin en surprise, pardon. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce qu'en fait, je trouve que c'est une équipe qui, sur le papier, a une très très grosse équipe, sûrement peut-être un des meilleurs effectifs en Afrique, voire même peut-être même le meilleur. Quand on regarde la qualité individuelle et même les joueurs qu'il y a sur le terrain, je trouve vraiment que c'est une équipe très très complète. Ils m'ont fait très forte impression sur le match contre l'équipe de France, hein, où franchement sur la seconde mi-temps, ils ont montré de très bonnes choses. Et moi, je trouve vraiment qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu dans ce groupe avec l'Allemagne et l'Équateur. D'ailleurs, l'Équateur, je trouve qu'on surcote un petit peu trop à mon goût. Je trouve, c'est mon avis, je trouve qu'on les surcote un petit peu trop à mon goût. Par contre, Côte d'Ivoire-Équateur, moi, je vois la Côte d'Ivoire gagner. Mais je vois la Côte d'Ivoire parce que pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe pour moi qui est vraiment capable pour moi de se frayer un chemin dans cette compétition et de monter en puissance petit à petit et d'aller, pourquoi pas, ouais, en huitième quart. Comme je t'ai dit, j'avais fait mon bracket il n'y a pas très longtemps. En huitième, il tombait contre le Sénégal. Et pour moi, huitième, Côte d'Ivoire-Sénégal, moi, je vois la Côte d'Ivoire passer. Et après, pour moi, ça s'arrête en quart. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire en quart de finale, pour moi, ça me surprendrait pas. Ok. Ben, franchement, décidément, à part sur Mbappé, je trouve qu'on est quand même d'accord sur plein de choses. Moi, j'aurais dit la Côte d'Ivoire, mais j'aurais dit, parce qu'ils sont dans la même poule, j'aurais dit le vainqueur entre les deux. Je pense que le vainqueur des deux, ça sera la surprise, parce que je trouve que la Côte d'Ivoire, ils ont fait une CAN vraiment intéressante. Ils sont tombés dans le piège de l'Égypte En quart de finale, ouais. En quart de finale. J'étais dégoûté, franchement, j'ai vu l'Égypte jouer, j'étais dégoûté de les voir en demi. C'est vrai que l'Égypte. Mais t'as aussi l'Équateur, une des meilleures défenses du monde aujourd'hui. Ils ont fait les qualifs. C'est vrai que, ouais, Pacho et Hernandez. Ouais, Ordonez, pardon. Et Pacho, Ordonez, Hincapié. ils ont Caicedo, Hincapié en Hincapié défense, d'Arsenal ils sont quand même aussi, assez ouais. solides. Je pense que moi j'aurais dit un des deux. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire, ils m'ont laissé une très 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 bonne impression à la CAN avec Amad Diallo, Diomandé. Franchement devant, moi j'ai trouvé ça vraiment beau. Il y a, à voir jouer, il y a Eli Wahi qui a fait une fin de saison de feu avec Nice. Tu as au milieu de terrain, tu as Seko Fofana qui est là. Derrière, tu as Guéladoué qui est très très bon Ouais, avec Strasbourg qui et qui a fait un excellent. super match contre la France. Non, ils ont de quoi faire. Franchement, ils ont de quoi faire pour inquiéter pas mal d'équipes. Non, la Côte d'Ivoire, c'est une très belle équipe, mais je trouve qu'à la CAN, on a quand même vu leurs limites. On les a un peu surcotés à la CAN quand on a vu le match Cameroun-Côte d'Ivoire, où c'était un des meilleurs matchs du début de la compétition, pour au final voir que, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, c'est des équipes qui ont des petites lacunes. Après ils sont montés en Moi, puissance. je pendant ne la vois CAN. pas Ouais. je ne vois pas la Côte d'Ivoire meilleure que le Sénégal. Pour moi, la Côte d'Ivoire doit d'abord faire ses 3 matchs de Coupe du Monde, parce que ça fait un petit moment que je les ai plus vus en Coupe du Monde déjà. 12 ans, depuis 2014. 12 ans qu'ils n'ont pas été en Coupe du Monde. Et ils n'ont jamais passé le premier tour. Comme l'Algérie. Ouais, Et moi, aujourd'hui avec les troisièmes, t'as plein d'équipes. moi, en Ça Oui. moi, en va surprise, sauver des équipes. moi, en surprise, je mettrais la Norvège d'Erling Haaland. Parce que si tu vois les qualifications, ça marque. Ça Pas s'entend. mal. Ça s'entend. Ça prend pas beaucoup de buts, c'est solide Après, dans les défensivement. qualifs, ils n'ont pas rencontré, à part l'Italie. mais bon, l'Italie, ils ont Et encore, même l'Italie, ils ont tu joues- montré des lacunes. Quoi. tu joues- L'Italie, tu joues, c'est faible, hein, l'Italie, hein, Tu franchement. joues une équipe comme le Maroc en préparation de Coupe du Monde. Le Maroc qui est une équipe qui peut aller loin dans cette Coupe du Monde. Tu joues une équipe qui est similaire au Sénégal. Et je trouve que la Norvège n'a pas été ridicule. Au contraire, je trouve même que passer la demi-heure, la Norvège a été meilleure que le Maroc et a proposé un meilleur match que le Maroc, une fois que le Maroc a marqué. Et cette Norvège qui est dirigée par Erling Haaland, moi je la vois se créer son petit chemin et peut-être pas éliminer, peut-être même éliminer un favori
un favori pendant la Coupe du Monde, parce que le chemin que peuvent prendre la Norvège, c'est à l'image du chemin du Maroc, qui vont indéniablement se croiser dans la compétition. Et je ne serais pas surpris de voir la Norvège sortir peut-être le Maroc et peut-être même aller plus loin, parce que si la Norvège sort le Maroc, la Norvège va en demi-finale. Et là c'est une surprise. Honnêtement, je te rejoins. Ouais, Parce la Norvège, que la dernière c'est vrai Coupe que du Monde de la Norvège, c'était 1998. C'est ça, Erling ça fait Haaland 28 n'était ans. même pas né. c'est vrai que la Norvège, je te rejoins dans le sens où ça reste une équipe pour moi qui sur les qualifications, pour moi ça a été l'équipe européenne qui a fait la meilleure campagne de qualification, pour moi en tout cas, en termes de jeu et puis en termes de buts marqués, ils ont été très très bons. Mais je les ai pas mis en surprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Norvège, on les attend quand même. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'attentes quand même autour de la Norvège. Depuis le temps qu'on en parle et tout, on se dit toujours que oui, quand Erling Haaland va arriver avec la Norvège et tout, il y a beaucoup d'attentes autour de la Norvège quand même. Je trouve quand même que par rapport à la Côte d'Ivoire, tu as plus d'attentes sur la Norvège que sur la Côte d'Ivoire, je trouve. Oui, Donc c'est pour ça que je les ai pas mis en surprise, parce que pour moi honnêtement, je te dis un truc, tu me dis la Norvège, ils vont en quart, je suis pas si surpris que ça en fait. Parce que pour moi, ils ont des joueurs sur le papier. Non, pour moi, je suis pas surpris. Pourquoi ? Tu peux avoir des joueurs bons sur le papier et pourtant ne pas faire une énorme C'est vrai, compétition, je suis d'accord parce que avec tu toi. n'as pas l'expérience de cette Mais compétition. la Norvège, il y a beaucoup de bruit autour de la Norvège. Beaucoup de gens parlent de la Norvège depuis déjà pas mal d'années. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on parle que, regardez, la Norvège, ils vont arriver fort pour les prochaines compétitions. Donc la Norvège, on en parle un petit peu. Par contre, la Côte d'Ivoire, à part sur le plan africain, personne ne parle de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça qu'en termes de surprise, moi, je serais plus surpris si la Côte d'Ivoire fait un parcours que si la Norvège fait un parcours. Et je vais même aller plus loin. Je serais même plus surpris si des équipes comme l'Équateur, comme je disais un petit peu avant, même, je vais te dire un truc, même le Japon, même des équipes, je vais aller un petit peu plus loin, pas la Croatie, le Ghana par exemple, font un parcours, je serais plus surpris par ces équipes-là que par la Norvège. Parce que la Norvège, je sais que pendant des années, on nous disait que la Norvège, quand ils vont arriver avec Haaland, avec la génération qui arrive derrière, Haaland, ils vont Odegaard. arriver et ils vont faire de très belles choses. Donc en fait, la surprise a été atténuée par ça, en fait, par le fait qu'on parle beaucoup plus de la Norvège que d'autres petites sélections mineures, on va dire. Donc moi, la Norvège, tu me dis, ils font quart de finale, je suis pas si surpris que ça, en vrai de vrai. Ça s'entend. Après, il ne faut pas oublier, par rapport à la Norvège, le seul bémol que je vais trouver, c'est que je trouve, par contre, que Martin Odegaard n'est pas revenu à son niveau. Il a beaucoup régressé. Il a Ouais. beaucoup régressé. Par rapport, moi, je le trouvais très fort la saison 2022-2023. Moi, c'est mon Arsenal préféré. De toute façon, 2022-2023, ce Arsenal-là, pour moi, était vraiment, vraiment très, très bon. Très, très loin du Arsenal qu'on a vu cette saison. Qui a fait une grosse saison, attention. Moi, je les ai beaucoup défendus. Les gens qui disaient que c'était une équipe qui marquait que sur coup de pied arrêté. Pour moi, c'est des gens qui ne regardaient pas les matchs Arsenal. Pour moi, c'est une équipe vraiment qui a été pour moi la plus fiable et la plus complète sur toute la saison. Pour moi, il méritait amplement d'être champion. Mais pour moi, le Arsenal que je préférais le plus au niveau du jeu, c'était le Arsenal 2022-2023 avec Odegaard qui était à la baguette en numéro 10, avec Saka qui était à droite, Jesus qui était devant, Gabriel Jesus, Martinelli à gauche, pardon. C'est une équipe vraiment qui était très plaisante à regarder jouer. Et c'est vrai que depuis cette saison-là, Odegaard a beaucoup régressé. Après, il a eu des blessures. Il a eu des blessures, il a été beaucoup miné par les blessures. Physiquement, il n'a pas été au top. Mais c'est vrai qu'Odegaard, depuis 2-3 ans, c'est compliqué. À voir sur cette Coupe du Monde s'il se réveillera ou pas. Pour conclure du coup sur ce podcast qui a pas mal duré parce qu'on a pas mal débattu, déjà je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui, que ce soit toi Kylian ou que ce soit toi Merci Paul, à c'est toi. toujours un plaisir de Merci parler, à toi surtout. de parler football. Juste pour l'info, du coup les épisodes qu'on vous poste, il y a des parties qui sont postées sur la chaîne Coup d'envoi et du coup le podcast complet sur la chaîne Le Spotcast. Vous pourrez trouver des épisodes comme la partie où on parle du Congo, la partie où on parle du Sénégal et la partie où on parle du Maroc sur la chaîne Coup d'envoi et le podcast complet sur la chaîne Le Spotcast. On vous souhaite une agréable Coupe du Monde. Je vous souhaite aussi à vous une bonne Coupe du Monde. Merci Je à toi souhaite aussi. que les équipes que vous supportez aillent le plus loin possible. C'est ça, on va espérer. Faut profiter de ce mois de football, même si les États-Unis, dans les conditions dont ils nous mettent, ils sont plus en train de nous faire du soccer que du football. C'est vrai que c'est assez particulier. Mais C'est catastrophique. on va s'asseoir sur ces choses-là, c'est pas grave. On va espérer un titre de champion du monde pour la France et un 16e pour le Congo. Ce serait une Coupe du Monde réussie pour moi. On espère. Ça serait pas mal. Moi, je souhaite juste au Maroc et je souhaite la chute du Sénégal. Il a répété toute et l'émission. sachez une chose, c'est que si le Maroc va en demi ou va en quart de finale, ce n'est pas l'Afrique qui est allée en quart de finale et en demi-finale. Je suis désolé, c'est le Maroc. Il faut arrêter de mélanger le Maroc
Et le continent africain, le Maroc fait ses exploits, le continent africain. Chaque équipe fait ses exploits. Voilà, je souhaite bonne chance à chaque équipe. Je ne suis contre 0 équipe. Je souhaite la défaite seulement du Sénégal. Je serais content si chaque équipe africaine aille le plus loin possible. Voilà. Mais je souhaite bien sûr au Maroc d'aller le plus loin. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Commentez. Surtout Abonnez-vous. les Marocains, commentez. Les émissions sont très qualitatives en ce moment. On envoie sur tous les réseaux. On est sur TikTok, on est sur Instagram. On a eu un épisode avec Souleymane Diawara. J'ai participé à un autre podcast qui est le Bello Time où on parle aussi de la Coupe du Monde. Et je vous laisse aller les suivre sur leurs réseaux respectifs. Toi sur Instagram, toi Paul, je sais pas. Tu n'es pas encore lancé dans le grand bain là. C'est ça, moi, Instagram, Kiki Digno, tiré du bas. Je mettrai ton Instagram. Donc voilà, on est là, on parle de foot, on fait des petites émissions sur la Coupe du Monde là actuellement. On revient un petit peu sur tous les matchs. Donc voilà, on est complètement dans cette compétition pendant un mois. Je vous remercie et on se retrouve pour un prochain épisode. Quand, on ne peut pas vous le dire, mais préparez-vous, on va essayer de vous régaler tout le long de la compétition. Likez, commentez, partagez et on se retrouve pour une prochaine vidéo.